Bonjour à tous. Voilà, vous vous connectez sur ce webinaire organisé par l'APSES avec d'autres organisations, associations de professeurs de classe prépa pour présenter les classes préparatoires aux lycéens qui font la spécialité SES. Donc je suis Rémi Janin, je suis prof en prépa, en classe prépa, école de commerce, voie générale désormais. Mais surtout, je vais m'occuper pour l'association des professeurs de sciences économiques et sociales de présenter ce webinaire. On va essayer de faire le tour des principales classes préparatoires auxquelles les lycéens peuvent accéder après une terminale générale et particulièrement avec la spécialité SES. Donc on va avoir plusieurs présentations qui vont s'enchaîner. Et à la suite de chacune de ces présentations, vous allez pouvoir poser vos questions spécifiquement en fait sur la filière qui est explorée. Donc, on va commencer par les classes préparatoires littéraires, notamment BL, mais aussi AL avec Nicolas Thibault. Donc, pendant un quart d'heure, suivi de 10 minutes de questions. Puis après, on verra avec Nathalie Lucchini, donc les classes préparatoires D1 et D2. Pour simplifier, on va parler des classes préparatoires qui sont plutôt à dominante juridique et à dominante économique, mais elle va mieux développer ça que moi. Et de la même manière, à la suite de sa présentation, vous pourrez lui poser des questions sur D1 et D2. Donc, gardez bien toutes vos questions pour D1 et D2 pour Nathalie Lucchini. Et ensuite, avec Christophe Viscogliosi, on va présenter les classes préparatoires donc économiques et commerciales voie générale, qui est le nouveau nom des classes préparatoires économiques et commerciales, voie économique et voie scientifique, ça, dans le passé. Et de la même manière, vous pourrez poser toutes vos questions à Christophe à la suite de son intervention. Bien évidemment, à la fin de l'événement, on laisse du temps pour des questions qui seraient complètement transversales et voire même, pourquoi pas, des filières qu'on n'aurait pas évoquées. Voilà, on est là pour ça. Et on en a pour 2 heures. On arrête à midi maximum. Voilà. Je vous remercie. J'insiste vraiment sur les consignes, que chacun soit bien discipliné de couper sa caméra et son micro. C'est vraiment important pour la qualité de l'événement pour tous. On peut commencer tout de suite donc, avec Nicolas Thibault, donc, qui est professeur de classe prépa euh, à, à Janson de Sailly, oui, en classe prépa BL, qui est vice-président de l'association des professeurs de première et de lettres supérieures et membre aussi de l'association des professeurs de Cagne et d'Hippocagne en sciences économiques et sociales. Nicolas, c'est à toi. Comme Rémi vous l'a dit, j'enseigne depuis 15 ans les sciences économiques et sociales en prépa BL au lycée Janson de Sailly à Paris. Je suis aussi vice-président de l'association des professeurs de classe préparatoire littéraire et membre du bureau de l'association des professeurs de SES de classe préparatoire littéraire. Donc, le site des professeurs de classe préparatoire littéraire, c'est le site prépabl.fr et prépalittéraire.fr, donc au singulier et sans accent, et le site de l'association des professeurs de SES, c'est prépabl.fr, sur lequel vous trouverez beaucoup d'informations. Donc, commençons par se demander ce qu'est une classe préparatoire littéraire et quelle est la différence entre une AL et une BL. Alors, les classes préparatoires littéraires sont ouvertes à tous les élèves de terminale générale. La première année est appelée dans notre jargon l'hypocagne et la seconde année est appelée la cagne. Il y a aussi des étudiants qui redoublent leur deuxième année pour retenter les concours. On vous en parlera aussi pour les prépas HEC, qu'on appelle les cubes. Donc, vous avez deux filières en classe préparatoire littéraire, la AL, qui est centrée sur les disciplines littéraires. Sur Parcoursup, elle s'appelle CPGE Lettres, et la BL, qui est donc une classe préparatoire littéraire avec une spécialisation économique et mathématiques. Sur Parcoursup, elle s'appelle CPGE BL Lettres et sciences sociales. Alors, pour ce qui est des prépas AL, en deuxième année, vous avez le choix entre deux types de cagne. La cagne dite ULM, où il est obligatoire de faire au moins une langue ancienne, et la cagne dite Lyon, où il est obligatoire de suivre de la géographie. Alors, regardons les horaires en Hippocagne AL. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait dessiné un « n'utilisez pas cet outil parce qu'on ne verra plus rien ».
En Hippocagne AL, vous trouvez du français, de la philosophie, de l'histoire, de langue vivante et de la géographie. Et en Hippocagne, il faut suivre au moins une langue ancienne. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire d'avoir suivi une langue ancienne au lycée. On peut commencer une langue ancienne en première année d'Hippocagne AL. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez arrêter la langue ancienne à la fin de l'Hippocagne. Ce n'est pas du tout obligatoire en Cagne. Alors, j'ajoute que dans certains lycées, il existe des options artistiques, donc cinéma, musique, histoire, des arts et théâtre. Et ensuite, vous avez deux types de cagnes. Les cagnes Ulm, où il est obligatoire de suivre au moins une langue ancienne, et les cagnes Lyon, où il est obligatoire de suivre de la géographie. Et en cagne, vous choisissez une spécialité qui est en fait un approfondissement. Donc, vous pouvez vous spécialiser en lettres classiques, en lettres modernes, en histoire et géographie, en philosophie, en langue vivante ou dans une discipline artistique. Alors, parlons maintenant des BL. Évidemment, en BL, on retrouve le français, la philosophie, l'histoire et une langue. La deuxième langue est facultative. Et vous trouvez aussi les sciences économiques et sociales et les mathématiques. En sciences économiques et sociales, le programme est proche de celui du lycée puisque c'est un programme en 3 parties, chacune des 3 parties ayant le même poids. Donc, sciences économiques avec le recours à la formalisation, sociologie et sciences politiques, et une troisième partie qu'on appelle les objets communs, qui correspond au regard croisé du programme de première et de terminale. En mathématiques, vous avez donc un programme qui est assez proche de celui des prépas ECG. Alors, en prépa ECG, pour gérer l'hétérogénéité, il y a 2 programmes de mathématiques, on vous en reparlera. En BL, il y a des heures de soutien. Alors, ces heures de soutien sont obligatoires pour ceux qui ont suivi l'option mathématiques complémentaire et conseillées pour les autres. Alors, le programme de mathématiques en BL est intermédiaire entre le programme de mathématiques appliquées et le programme de mathématiques approfondies de CG. Par contre, il n'y a pas d'informatique en BL, ce qui explique qu'il y a un volume horaire plus restreint. Alors, en plus de ce tronc commun, chaque étudiant de BL doit choisir une option. Alors, cette option, ce n'est pas une option facultative, c'est plutôt l'équivalent d'une spécialité. Donc, cette option, ça peut être la civilisation en langue vivante, une langue ancienne ou la géographie. Alors, pour ce qui est des langues vivantes, précisons, tout le monde prépare une épreuve de traduction de presse et les spécialistes langue vivante préparent en plus une dissertation en langue étrangère sur des thèmes de civilisation. La civilisation, ça signifie étudier l'histoire et la culture des différents pays. Alors, finalement, quelle est la différence entre une AL et une BL? Évidemment, il y a les mathématiques et les sciences économiques et sociales, mais la BL n'est pas qu'une juxtaposition de disciplines. Les programmes de BL sont pensés pour se répondre les uns les autres. Par exemple, en AL, en histoire, vous allez étudier les 4 périodes, Antiquité, Moyen Âge, Renaissance et période contemporaine. Alors qu'en BL, on fait uniquement de l'histoire contemporaine. Ou, pour prendre un autre exemple, en langue vivante, en AL, vous allez étudier la littérature des différents pays, alors qu'en BL, vous étudiez la civilisation des différents pays. Alors, deuxième partie, comment rentrer en prépa littéraire? Alors, évidemment, la réponse est simple, c'est sur Parcoursup. Donc, je vous montre ici une carte de France métropolitaine. Il y a aussi des classes préparatoires littéraires en Outre-mer. Je vous renvoie à notre site. Il y a un outil de recherche sur la base d'une carte. Donc, il y a environ une centaine de lycées qui proposent des classes préparatoires littéraires AL et une trentaine qui proposent des classes préparatoires littéraires BL. Alors, ici, je vous montre les attendus Parcoursup. J'ai tout simplement fait une copie écran de ce que vous aurez sur Parcoursup. Donc, il faut rappeler que le tronc commun de la nouvelle terminale générale est composé principalement de matières en lettres et sciences humaines. Et donc, il n'y a pas de prérequis particulier pour la classe de AL. Tout lycéen avec un dossier honorable peut postuler en AL et peut y trouver une place. Évidemment, les spécialités littéraires ou
Les spécialités artistiques sont un plus pour vos dossiers, mais ne sont absolument pas obligatoires. Et de la même façon, les spécialistes de SES sont les bienvenus, notamment parce qu'ils ont déjà travaillé l'exercice de la dissertation, qui est un exercice fondamental en filière littéraire. Alors pour ce qui est des BL, les prérequis sont les mêmes que pour les prépas ECG. Les prérequis sont premièrement d'avoir suivi la spécialité mathématique en première et deuxièmement de suivre soit la spécialité mathématique en terminale, soit l'option mathématique complémentaire. Donc schématiquement, il y a 3 profils possibles pour rentrer en BL et qui sont tout à fait cohérents. Le premier profil, c'est de suivre la spécialité mathématique et en deuxième spécialité, les SES ou une discipline littéraire. Donc ici, cette possibilité est une nouveauté de ce nouveau baccalauréat. Et évidemment, on peut aussi profiler son dossier avec des enseignements facultatifs comme les mathématiques expertes, les langues anciennes, les sections européennes, qui sont les bienvenus mais qui ne sont pas des prérequis. Deuxième possibilité, il y a aussi des élèves qui ont des spécialités totalement scientifiques. Et initialement, du temps où existaient les séries, l'ABL avait été créée justement pour accueillir des bacheliers des séries scientifiques. Donc ces profils sont toujours les bienvenus. Le tronc commun très littéraire du baccalauréat le permet. Et évidemment, ils peuvent aussi avoir enrichi leur profil avec l'option mathématiques experte, une langue ancienne, des sections européennes, tout ça, on en tiendra compte, même si ils ont fait mathématiques et physique en terminale, par exemple. Alors, troisième profil cohérent, c'est d'avoir une ou deux spécialités en sciences humaines et sociales, donc les SES ou une discipline littéraire, plus l'option mathématiques complémentaire. C'est tout à fait cohérent. Ça demandera un effort de rattrapage en mathématiques, mais il y a des heures de soutien qui sont prévues pour cela. Alors, enfin, quels sont les débouchés des classes préparatoires littéraires? Alors, ce qui caractérise les classes préparatoires littéraires, c'est la grande variété, la grande diversité des débouchés. Alors, je vais commencer par les débouchés communs entre les AL et les BL, qui sont en fait la majorité des débouchés. Il y a d'abord les écoles normales supérieures, qui sont un petit peu le sommet de l'excellence scolaire. Les écoles normales supérieures forment des enseignants du supérieur, des chercheurs, des hauts fonctionnaires. Pour les AL, plutôt dans les disciplines littéraires, pour les BL, dans les sciences sociales et en économie. Alors, il y a deux types de normaliens, des fonctionnaires stagiaires qui sont rémunérés pendant leurs études et des étudiants qui suivent les mêmes cours, qui ont le même diplôme mais qui ne sont pas salariés. Alors, deuxième débouché, les écoles de commerce et management. Donc, le concours littéraire des écoles de commerce et management existe depuis 25 ans. Aujourd'hui, les cagneux représentent à peu près 10% des admis sur concours aux écoles de commerce et management. Alors, bien évidemment, tous les cagneux ne passent pas les écoles de commerce et management, ce n'est pas obligatoire. Et ces concours fonctionnent selon le principe de l'interclassement, dont on vous reparlera sans doute après. C'est-à-dire que chaque étudiant passe les épreuves des écoles de commerce et management sur ses propres épreuves, sur son propre programme. Et ensuite, tous les candidats qui viennent de AL, de BL ou de prépa économique et commerciale sont classés selon leur moyenne. Il n'y a donc pas de quota par filière et les taux de réussite sont à peu près les mêmes pour les élèves de prépa littéraire et pour les élèves de prépa EC. Alors, on peut préciser que la voie AL pour l'entrée aux écoles de commerce et management est, selon le ministère, appelée à se développer du fait de la réforme du baccalauréat. En effet, c'est la seule qui permette de rentrer dans les écoles de commerce et management sans épreuve de mathématiques. Et donc, elle s'adresse tout particulièrement aux élèves de terminale qui n'ont pas suivi d'enseignement de terminale en mathématiques ou qui n'ont pas envie de se consacrer aux mathématiques en classe préparatoire. Troisième débouché commun au AL et au BL, c'est Sciences Po. Donc, Sciences Po Paris, il y a un concours pour les cubes, ceux qui font 3 années de classe préparatoire. Et il y a aussi des concours pour les cagneux dans les autres IEP, donc Lille, Lyon et Aix pour les AL, Bordeaux, Lyon et Saint-Germain-en-Laye pour les BL. Alors, il y a le CELSA, qui est une école de communication et des médias, et quelques écoles de journalisme, enfin quelques cursus de journalisme. Vous trouvez aussi l'ESIT et l'ISIT, qui sont des écoles spécialisées dans la traduction, la communication et le management interculturel. Pour les cubes, il est possible de rentrer à l'EHESS, qui forme des enseignants du supérieur et des chercheurs en sciences de l'homme et de la société. Alors, il y a aussi des débouchés spécifiques au AL, donc les écoles du patrimoine, l'école des chartes pour le patrimoine et les archives, l'école du Louvre
pour les spécialistes en histoire des arts, et Saint-Cyr, qui est une école qui forme les officiers de l'armée de terre. Alors, il y a évidemment symétriquement des débouchés spécifiques pour les BL. D'abord, les écoles d'ingénieurs en statistique de l'INSEE. Donc l'ENSAE, parmi les grandes écoles françaises, aujourd'hui l'ENSAE est la deuxième en termes de salaire à la sortie, après Polytechnique et avant Centrale et HEC. Vous avez l'ENSAI qui permet de faire ses études comme fonctionnaire stagiaire, selon les mêmes conditions que les normaliens, pour ensuite travailler à Bercy, à l'INSEE, dans les services de statistiques ministérielles, à Eurostat, etc., etc. Vous avez aussi des écoles d'ingénieurs en informatique et les compétences en termes de langage des BL sont appréciées dans ces écoles. Vous avez aussi l'ENSG, qui est une école d'ingénieurs en cartographie, donc spécialisée en système d'information géographique. Vous avez aussi Dauphine, donc, qui est une grande école en économie et gestion et qui a un cursus, un concours spécifique pour les BL, avec différents cursus possibles en économie, en sciences sociales, en sciences politiques et en journalisme. Alors, regardons ce que ça implique pour les étudiants. J'ai pris l'exemple ici des BL, mais ce serait exactement la même chose pour les AL. Donc, en fin de première année, il est possible de repasser les concours des IEP en Bac+0. Et dans le cadre de la sécurisation des parcours, il faut savoir que toute classe préparatoire a signé une convention avec les universités, ce qui permet ensuite d'accorder des crédits universitaires. 30 crédits pour la première année, 60 crédits pour la deuxième année. Et donc, les élèves de classe préparatoire peuvent toujours rejoindre l'université en fin de première année ou en fin de deuxième année, donc pour les AL et les BL, toutes les disciplines littéraires, histoire, lettres, philosophie, langue vivante. Pour les AL, c'est aussi possible de rejoindre un cursus dans les disciplines artistiques. Et pour les BL, c'est aussi possible de rejoindre des cursus en économie-gestion, en sociologie, en sciences politiques et en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Alors, en fin de deuxième année, comme je vous l'ai expliqué, les élèves peuvent passer les concours ou rejoindre l'université. Notamment, par exemple, il y a des élèves qui veulent passer ensuite les concours de l'éducation nationale, par exemple l'agrégation. Alors, vous retrouverez beaucoup d'informations sur notre site prépalittéraire.fr, sans accent et au singulier. Ici, je vous ai mis un flashcode, si vous avez le temps, qui vous donne le lien direct avec les plaquettes, mais vous les trouvez sur le site. Et vous trouvez pour les BL aussi spécifiquement des informations sur le site prépabl.fr. Donc, il y a quelques questions. Il y a surtout une question qui revient parce que, de manière claire, est-ce qu'on peut dire que est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait la spécialité mathématique peut candidater en BL ou pas? Tout à fait, s'il a suivi donc la spécialité mathématique en première et l'option mathématique complémentaire en terminale. D'accord. Et ces chances c'est toujours pareil, bien sûr, ça va dépendre énormément des établissements, bien sûr, les chances d'intégration. Les chances sont réelles. Il est très difficile de dire quoi que ce soit puisque c'est la première année où on va avoir les nouveaux bacheliers, donc on ne connaît pas encore les flux. Pour vous donner une idée sur les anciennes séries, en BL, il y avait à peu près 2 tiers de S et un tiers de ES et quelques L, mais vraiment au compte-gouttes. Donc, 2 tiers de ES et un tiers de ES, donc qui faisaient des maths aussi, bien sûr, en ES. Les, Voilà. les ES faisons tous des mathématiques en terminale, évidemment. Ah, bien sûr, voilà. Donc voilà, voilà. Il y a une chose assez importante parce qu'il n'y a pas énormément de questions. Vous pouvez poser des questions sur le module de chat, hein, mais je réagis à une chose. Tu disais en fait que la seule voie pour accéder aux écoles de commerce sans faire la spécialité mathématique, c'était la AL. Il y a aussi, Mais sans suivre des mathématiques en terminale. oui, il y a Est-ce aussi que la vous avez D1. suivi mathématiques en terminale? Ah oui, il y a les D1, effectivement. Ouais, voilà. On en parlera tout à l'heure. Donc, dont on reparlera après. Donc, justement, la voie D1 peut être intéressante aussi pour ceux qui. Mais sachant qu'on peut donc candidater donc, en BL, En c'est D1, les mathématiques sont optionnelles. Je pense que tout à Nathalie fait. vous en parlera. Voilà, c'est ça. Mais donc voilà, c'est intéressant de toutes les manières de ne pas s'auto-censurer. Donc si on fait juste l'option mathématiques complémentaires, bon, bah, il faut candidater. Bon, bien sûr, il faut avoir par contre des notes de maths. Oui. Euh,
Alors, si vous faites, option mathématiques complémentaires et que vous sentez que c'est pas ce qui vous intéresse, moi, effectivement, je vous conseille, d'aller postuler à une AL. Il faut bien comprendre que les AL sont très ouvertes sur les élèves qui, ont fait spécialité SES parce que justement, les élèves de spécialité SES, bien sont rompus, à l'analyse de documents et à la dissertation. Ouais. Alors voilà, donc là, maintenant, les questions, certains demandent, ben, pour ceux qui ont un profil purement littéraire, ton conseil serait plutôt de s'orienter vers la prépa AL, c'est ça? Oui, alors c'est vrai que tous les ans, aux journées portes ouvertes, on voit des parents qui nous disent: «Mais quand même, la prépa à elle et après qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas s'il pourra passer les écoles de commerce». Nous, on insiste sur le fait qu'il y a une voie d'accès, aux écoles de commerce et management par la prépa à elle, et donc il ne faut pas censurer. Il y a souvent des idées très fausses sur les débouchés de la prépa à elle. Comme je l'ai montré, en fait, la très grande majorité des débouchés sont communs avec les prépas BL. Et effectivement, il y a finalement peu de AL qui vont en école de commerce, mais souvent parce qu'ils ne le passent pas. Et donc, c'est important de le souligner. Hmm. Alors je reviens, donc les questions tournent énormément autour de cette question de la spécialité maths, ce qui est un peu inévitable avec cette réforme, hein. Mmh. Est-ce que un excellent niveau en option mathématiques complémentaires sera mieux apprécié qu'un niveau moyen en spécialité maths? Voilà. Tout à fait, tout à fait. Après, chaque lycée, évidemment, est autonome en termes de recrutement, mais vous voyez, en tout cas, si je compare, actuellement, un élève qui a, 17 ou 18 de moyenne en mathématiques en terminale ES a peut-être plus de chances de rentrer en BL, alors toutes choses égales par ailleurs avec le reste du dossier, qu'un élève qui aurait 11 ou 12, en mathématiques en terminale S, c'est une évidence. Ouais. Et donc, il y a une réaction de Cécile P, là, que je partage complètement, qui dit que le vivier, finalement, si on prend uniquement les spécialités mathématiques associées à d'autres spécialités comme SES ici, se réduit énormément. Donc, il y a une forte probabilité que dans les prépas BL comme dans les prépas ECG, on prenne des élèves qui ont qui ont fait une spécialité maths en première, mais qui ont l'option seulement mathématiques Tout complémentaires. à Voilà. fait. Donc les élèves qui ont, en terminale, choisi spécialité maths plus une spécialité en sciences humaines et sociales correspondent à peu près à 10 des élèves. Les 2 tiers ayant fait, en fait, mathématiques plus SES. Pour les autres, c'est assez marginal, en fait. Heu, donc il est évident que, les BL ou les ECG prendront d'autres types de profils. Des élèves qui ont fait mathématiques complémentaires, mais aussi des élèves qui, éventuellement, ont fait des spécialités totalement scientifiques et qui, s'aperçoivent après qu'ils ont envie de changer. Il y a Notamment, des nous, questions. traditionnellement, par exemple, on a beaucoup de S qui ont fait, qui ont fait option latin ou une section européenne. Bah, ces profils existeront toujours d'une certaine façon, parce que ça, c'est pas les spécialités, c'est les options, c'est des choses facultatives. Mm. Alors, je précise en répondant à une des questions que, en revanche, en ayant arrêté totalement les mathématiques en terminale, c'est-à-dire en n'ayant ni la spécialité ni l'option, la candidature en BL va être compliquée. Enfin, c'est normalement, voilà. C'est possible, évidemment. Les lycées, peuvent prendre s'ils estiment que le dossier le mérite, mais a priori, les programmes n'ont pas été prévus pour ça. Donc, les programmes ont été prévus pour des étudiants qui ont fait des mathématiques au Voilà, qui lycée ont au jusqu'en moins, l'option mathématiques, complémentaires. Voilà, et il faut être clair sur le fait qu'en BL, pour ceux qui viennent d'options mathématiques complémentaires, vous serez dans une classe hétérogène. C'est-à-dire avec une partie des élèves qui ont fait la spécialité mathématiques et une partie même qui auront fait spécialité mathématiques et mathématiques expertes. Donc, on a des heures de soutien pour gérer l'hétérogénéité, mais effectivement, il y a un effort de rattrapage. En précisant aussi qu'il y a cette hétérogénéité que tu dois bien connaître pour les SES, puisque en fait, une grande partie des étudiants de BL actuellement déjà, les deux tiers, tu disais, C'est ça. vas-y. Actuellement, les 2 tiers, de toute façon, n'ont pas fait de SES au lycée. Donc, de toute façon, le programme de BL est prévu pour partir des bases. On commence par exemple, l'histoire de la pensée économique, traditionnellement, et on reprend les bases et on refait, en fait, beaucoup de choses. Alors, ceux qui ont fait, des SES en terminale sont avantagés, bien entendu, et jusque-là, d'une certaine façon, ça venait compenser le fait qu'ils étaient un petit peu désavantagés en mathématiques. Ce qu'on
Ce qu'on peut dire, c'est que c'est surtout sur le vocabulaire, en fait, où ils sont très avantagés. Et on parlera peut-être tout à l'heure du programme, d'ESH pour les prépas, HEC. Le programme de BL, est vraiment dans la continuité du programme de 1 et de terminale. Ils sont construits de la même façon, ils sont, enfin, en fait, le programme de BL de programme de BL reprend, en fait, les grands thèmes du programme de 1 et de terminale et les approfondit, si on doit résumer. Alors que le programme de SH est un petit peu différent, notamment il y a de l'histoire économique, ce qu'on n'a pas en BL, puisqu'il y a un cours d'histoire qui est totalement à part. Alors, pour ce qui est des débouchés, il y a beaucoup de questions. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire toutes les questions, etc. Mais il y a beaucoup de questions qui traitent du lien avec l'université et qui est important. Euh, Quelles sont les équivalences? Donc, quand on fait une BL, on a plutôt une équivalence vers quel type de licence à l'université? Et quand on fait une AL, vers quel type de licence? Déjà, toutes les licences littéraires sont ouvertes, donc histoire, lettres, philosophie, langue vivante. En BL, il y a beaucoup d'élèves qui s'orientent ensuite vers des licences économie-gestion, vers des licences sciences politiques ou sociologie et quelques-uns vers mathématiques et informatique appliquée. C'est vrai qu'en BL, souvent enfin, en tout cas, je dirais les élèves ont peut-être moins tendance à s'orienter vers la littérature, notamment parce que la plupart ne font pas de langue ancienne, mais beaucoup s'orientent vers la philosophie, l'histoire, les sciences sociales ou l'économie. Et en AL, donc, sont ouvertes les disciplines littéraires, donc les mêmes qu'en BL, bien entendu, et pour ceux qui font une spécialité artistique, évidemment, les spécialités, enfin, les licences artistiques de type histoire des arts, musicologie, etc. Alors, Théâtre. ce qui va nous faire la transition peut-être avec les autres classes prépa, je précise bien qu'on a plein de questions que vous pourrez poser aussi dans les autres. Il y a eu des questions d'ailleurs sur les autres séries, notamment sur la série ECG, mais on va parler de D1 et D2 après. Quel pourrait être en fait l'avantage? On voit en fait que un des débouchés, et il faut insister dessus, c'est vrai que ce sont des classes qui ont été prévues au départ pour recruter dans les ENS, les écoles normales supérieures, mais en fait, il y a un tout petit recrutement dans ce qui est vraiment une tête d'épingle, on va dire. Il y a beaucoup, par contre, de recrutement en école de commerce, mais aussi, tu as insisté sur les écoles d'ingénieurs type NSAE. Et le travail de la data aujourd'hui est un métier en fait en très très fort développement. Voilà. Pour intégrer une école de commerce, donc, quelles sont les opportunités après AL et BL? Ouais. Alors, j'allais dire, la question qu'il faut vous poser, c'est si d'emblée vous savez que ce que vous voulez, c'est une école de commerce et rien d'autre. Je vous conseille de faire une prépa ECG, parce que vous serez concentré uniquement sur le concours des écoles de commerce. Si vous vous dites que les horizons sont plus ouverts, que l'école de commerce est une possibilité ou pas d'ailleurs, que vous pouvez éventuellement avoir envie de travailler dans l'enseignement, la recherche, que vous pouvez avoir envie de faire aussi des IEP, peut-être qu'une prépa littéraire de type AL ou BL est plus adaptée. Moi, j'ai souvent des élèves qui arrivent en hypocagne et qui disent bah, tiens, moi, ce que je veux, c'est un IEP. Et puis finalement, à la fin, on s'aperçoit qu'ils vont dans une école d'ingénieur parce que au bout de 2 ans, ils ont réfléchi, ils se sont spécialisés, ils s'aperçoivent que c'est ça qu'ils veulent. Ou inversement, des élèves qui disent en entrant, bah, moi je veux faire une école de commerce, finalement ils font Dauphine. Ce qui caractérise, je pense, les prépas littéraires, c'est que les débouchés restent très ouverts. Donc si d'emblée vous savez ce que vous voulez les écoles de commerce, je vous conseille plutôt une prépa ECG. Mm. Alors, sauf évidemment dans le cas particulier où vous voulez tenter le concours AL des écoles de commerce pour justement pour éviter une épreuve de maths. Ouais. Il faut insister sur ce point-là qu'on va sûrement voir avec Nathalie, à qui je vais passer la parole, et ensuite avec Christophe, c'est que les parcours d'orientation sont pas forcément une ligne droite, rectiligne, et que parfois on rentre dans une classe prépa et en fait on découvre quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant, et puis ensuite en fait on affine son orientation, et donc ça va vous ouvrir des perspectives que vous soupçonnez peut-être pas en fait au départ. Voilà, et donc il faut être ouvert à la surprise. Ça, c'est évident. Nathalie, donc avec Nathalie Lucchini, on va maintenant présenter et bien sûr garder toutes vos questions. S'il y a encore des questions sur BL et AL, on y répondra en fin de session, mais on pourra aussi y répondre un petit peu là. Mais là, on va parler maintenant plus des classes préparatoires, donc D1 et D2, qu'elle va présenter. Donc, elle est professeure en classe préparatoire, Nathalie, D2 économie-gestion à l'École nationale de commerce Bessières.
Elle est également membre du conseil d'administration de l'association des professeurs de classe préparatoire commerciale. Donc, je te passe la parole. Voilà. Bonjour, merci. Alors effectivement, j'enseigne, l'économie en classe préparatoire, D2, mais je vais aussi, vous parler des classes préparatoires D1 qui sont, des classes préparatoires à dominante juridique. Donc je suis effectivement, membre du conseil d'administration de la PHEC et de l'ACPJE, qui est l'association, des professeurs de classes préparatoires juridiques et économiques. Alors, je vais transmettre un certain nombre d'informations sur ces classes préparatoires grâce à un diaporama, mais toutes les informations qui y figurent et vous les retrouverez sur le site donc Info Prépa de la PHEC ainsi que sur le site de la CPJE. Alors, les classes préparatoires que l'on appelle donc D2 et D1 sont des classes préparatoires à l'ENS. Donc à l'ENS Paris-Saclay pour les classes préparatoires D2 dont la dominante est économie-gestion et à l'ENS Rennes pour les classes préparatoires D1 dont la dominante est droit-économie. Alors, la spécificité de ces classes par rapport aux autres classes préparatoires, c'est que les étudiants suivent un double cursus, c'est-à-dire qu'ils suivent des cours à l'université et des cours au lycée en classe préparatoire. Donc pour les étudiants qui sont en classe préparatoire D2, ils suivent à l'université des cours de la L1 et de la L2 d'économie-gestion ou de MIA-SHS, donc mathématiques, informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Quant aux étudiants de D1, ce sont des cours d'une licence ou des 2 premières années d'une licence de droit ou d'AES qu'ils suivent. Ce qui veut dire que, en fait, les étudiants ont un emploi du temps qui est partagé entre l'université et la prépa et bien évidemment un emploi du temps qui est établi par chaque classe prépa en concertation avec l'université partenaire pour permettre aux étudiants de suivre les cours sur les 2 sites, le site universitaire et en lycée. Le parcours des étudiants est sécurisé dans la mesure où, à la fin des 2 années, eh bien les étudiants sont, titulaires d'un diplôme qui correspond à une formation universitaire de niveau, L2. Il y a des partenariats qui sont établis donc avec les universités pour le partage des ECTS, donc des crédits européens qui sont nécessaires pour l'obtention de la première année d'abord, la L1, et ensuite de la L2 d'économie-gestion ou de droit. Alors, ça, c'est le point commun entre les 2 classes préparatoires sur leur mode de fonctionnement. En ce qui concerne le contenu de la formation dans chacune des classes préparatoires, eh bien, il est différent puisque la spécialité de chacune de ces classes est différente. Le point commun, c'est que les cours correspondent en fait aux épreuves que les étudiants passent quand ils passent le concours de l'ENS. Ce qui veut dire que les étudiants qui sont en classe préparatoire D2 vont suivre en classe préparatoire des cours de microéconomie, des cours de macroéconomie. Alors, je pourrais donner plus de précision après sur le contenu précis de ces cours si vous le souhaitez. Ils suivent aussi des cours de mathématiques et statistiques et comme au concours de l'ENS, ils ont le choix entre l'histoire économique ou la gestion, eh bien, les classes préparatoires proposent soit l'enseignement de l'histoire, soit l'enseignement de la gestion, mais vous avez aussi des classes préparatoires qui proposent l'enseignement de ces 2 matières afin de permettre aux étudiants de choisir ensuite leur option. Ensuite, il y a bien évidemment un enseignement de langue vivante étrangère. Alors, il faut savoir qu'au concours de l'ENS Paris-Saclay, il n'y a qu'une langue vivante étrangère obligatoire, mais que, compte tenu de la diversité des débouchés offerts par cette classe,
et j'y reviendrai, les lycées offrent généralement la possibilité de suivre une seconde langue vivante étrangère. Et puis ensuite, des cours de méthodologie et culture générale. Bien évidemment, comme dans toutes les classes préparatoires, à ces cours s'ajoutent des interrogations régulières que l'on appelle des cols dans chacune des matières qui permettent eh bien, aux enseignants de suivre plus précisément les étudiants et de travailler avec eux en petits groupes, puisqu'il s'agit soit d'écoles par groupe de 2 ou 3, soit d'écoles individuelles. Donc voilà sur le contenu de la formation. En ce qui concerne les débouchés de la classe préparatoire D2 sont des débouchés très, très variés. Je vais citer les principaux débouchés, hein. Donc la liste n'est pas exhaustive. Bien évidemment, le premier débouché, c'est l'ENS Paris-Saclay, donc l'école normale supérieure qui est, comme cela vous a été expliqué précédemment, une école, un établissement public qui dispense une formation de haut niveau afin de former des futurs enseignants, mais aussi des futurs hauts cadres de la fonction publique. Donc, l'ENS Paris-Saclay propose une formation de haut niveau en économie et en gestion, et c'est ce à quoi ces classes préparatoires D2 préparent. Il est aussi possible de passer le concours de l'ENSAI, donc l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, qui est l'une des deux écoles de l'INSEE. Et l'ENSAI fonctionne en fait avec l'ENS dans le cadre d'une banque commune d'épreuves. Ce qui veut dire que quand les étudiants passent le concours de l'ENS Paris-Saclay, sur la base des mêmes épreuves, ils peuvent aussi se présenter au concours donc de l'ENSAI. L'ENSAI qui propose deux types de parcours, un parcours fonctionnaire et un parcours ingénieur civil. Les débouchés donc, de cette classe préparatoire des deux sont donc très variés, comme je l'indiquais, puisque il est aussi possible de postuler dans des formations universitaires sélectives. Alors, je n'ai cité là que quelques exemples de formations universitaires sélectives, mais l'accès est ouvert aux étudiants de D2, au magistère d'économie, au magistère de finance, au magistère de gestion, au magistère de relations internationales. Alors, les magistères sont des formations qui recrutent sur dossier et ou entretien à niveau Bac+2 et donc qui dispensent une formation sur 3 ans qui correspond en fait à la L3, au master première année et au master deuxième année. Il est aussi possible d'accéder à des licences sélectives d'économie, de gestion, tout comme il est possible d'entrer dans des instituts d'administration des entreprises, généralement à partir d'un petit concours qui se déroule dans le courant de la deuxième année de prépa et qui est le concours Score IAE Message. Alors, maintenant, j'ai encore un petit problème. Bon, voilà. Alors, autre débouché possible pour les étudiants de classe préparatoire D2, ce sont les grandes écoles de management. Alors, il y a 2 voies d'accès à ces grandes écoles de management. La voie de l'admissibilité à l'ENS. Autrement dit, les élèves qui sont admissibles à l'ENS Paris-Saclay sont admissibles
à certaines écoles de commerce, comme par exemple l'EM Lyon, comme Audencia, mais ils peuvent aussi accéder aux écoles de commerce en passant des concours qui sont spécifiques, des concours qui sont organisés donc par la banque d'épreuves Passerelle ou par la banque d'épreuves Tremplin. Et puis, depuis 2020, l'EDEC a ouvert son concours pré-master aux élèves venant de D2 et aux élèves venant de D1, j'y reviendrai, en créant une épreuve spécifique d'économie pour les D2 et de droit civil pour les D1, qui repose sur le programme de ces matières en classe préparatoire. Et puis, dernier point que je voulais souligner, c'est que les étudiants admissibles à l'ENS Paris-Saclay sont aussi admissibles au CELSA, donc qui est une école, une grande école dans le domaine de l'information et de la communication. Donc voilà, rapidement présenter le contenu et les débouchés offerts par la classe préparatoire des deux. Je pourrais bien évidemment répondre ensuite à des questions plus précises. En ce qui concerne la classe préparatoire D1, c'est une classe préparatoire donc à dominante droit-économie qui prépare au concours d'entrée à l'ENS Rennes. L'ENS Rennes comprend plusieurs départements, dont le département droit, économie, management. Et les épreuves au concours de l'ENS Rennes sont celles que je vais vous indiquer et qui correspondent donc aux cours dispensés en classe préparatoire. Alors, il y a du droit civil, de l'économie, une épreuve à option, droit commercial et droit des sociétés, ou droit public, ou mathématiques appliquées, statistiques et probabilité. Et donc, là encore, l'offre est fonction des lycées. Donc, vous trouverez sur Parcoursup l'information relative à l'option proposée dans la classe préparatoire qui peut vous intéresser. Il y a ensuite de l'anglais qui est obligatoire. L'anglais est obligatoire, mais l'anglais peut être choisi, et c'est la nouveauté du concours depuis la session 2020. L'anglais peut être choisi au concours à l'écrit ou à l'oral. Il y a une langue vivante étrangère 2 qui est obligatoire et des cours de méthodologie et de culture générale. Là encore, comme dans toutes les classes préparatoires, bien sûr, s'ajoutent à ces cours des cols que les étudiants passent dans chacune de ces matières. En ce qui concerne les débouchés maintenant de cette classe préparatoire, bien évidemment, le débouché premier, c'est l'ENS Rennes. Les étudiants rentrent au département droit, économie, management, département qui ensuite propose des formations pour préparer le concours de la magistrature ou le concours de l'École nationale d'administration, par exemple. Les étudiants de cette classe préparatoire D1 ont aussi accès aux filières universitaires sélectives. Alors, des filières universitaires sélectives dans le domaine juridique, bien évidemment, donc des magistères de juristes d'affaires, de droit des activités économiques, de droit des techniques de l'information et de la communication. Il ne s'agit là encore que de quelques exemples que je vous cite. Ils ont aussi accès à des licences sélectives dans des universités, les licences de droit économie, des licences de droit gestion, droit management des organisations. J'ai vu tout à l'heure une question relative aux instituts d'études politiques et à leur accès. Je confirme effectivement que l'accès aux instituts d'études politiques est possible
après une prépa D1 pour ceux qui ont encore, et c'est le cas de Bordeaux, un concours d'entrée à bac+2. Sinon, c'est effectivement à bac+3. Et puis, les grandes écoles de management sont aussi accessibles aux étudiants ayant fait une classe préparatoire D1. Là encore, par la voie de l'admissibilité à l'ENS Rennes ou par le biais de concours spécifiques. Et le CELSA est aussi accessible aux étudiants admissibles à l'ENS Rennes. Alors, dernier point que je voudrais évoquer, c'est quels sont les critères, on va dire, qu'il faut remplir pour postuler en classe préparatoire D2 ou en classe préparatoire D1. Alors, vous trouverez sur Parcoursup tous les éléments sur les parcours qui sont conseillés. Pour la filière D2, il est vivement conseillé d'avoir suivi un enseignement de mathématiques en première et bien évidemment de l'avoir poursuivi en terminale, que ce soit en spécialité ou en option avec les maths complémentaires. Alors pourquoi ce conseil très fort? Eh bien parce que les mathématiques ont un certain poids dans l'économie et dans la gestion. Et l'économie qui est enseignée en classe préparatoire D2, en particulier en microéconomie, est une économie qui fait appel à de la formalisation et qui nécessite l'utilisation d'outils mathématiques. Alors bien évidemment, ça n'est pas c'est nécessaire, mais ceux qui ont une appétence pour les mathématiques doivent effectivement penser à l'importance de cette option en D2. En D1, en revanche, les profils attendus sont beaucoup plus variés. Et les intérêts que les étudiants doivent manifester lorsqu'ils constituent leur dossier sont un intérêt pour le droit et l'économie, et les profils attendus sont des profils variés, quels que soient les enseignements de spécialité et les options suivies en terminale. Voilà, j'ai fait rapidement le tour de ce qui concerne les classes préparatoires D1 et D2, et je peux répondre à un certain nombre de questions. Alors peut-être plus des questions sur la classe préparatoire D2 dans laquelle j'enseigne, mais rien n'empêche de parler de la classe préparatoire D1. Merci. Tu peux arrêter ton partage d'écran, comme ça voilà, on peut se. Oui, Ah, super. voilà. Merci beaucoup Nathalie. Donc beaucoup de questions qui tournent encore une fois toujours autour de la spécialité maths, mais en fait c'est en fin de diaporama que tu y as répondu et donc en cours d'intervention ça revenait beaucoup. Mais pour clarifier les choses, donc la spécialité maths est-elle exigée pour rentrer en D1 ou en D2? Alors, Alors, en D1, vous le verrez sur Parcoursup, non. Heu, alors ceux qui ont une appétence pour les mathématiques et qui veulent suivre et passer le concours de l'ENS Rennes avec l'option mathématiques, heu, en auront besoin. Mais tous les profils acceptés en D1 sont des profils assez variés, effectivement. Donc il n'est pas exigé de mathématiques en D1. Les profils sont variés, quels que soient, comme je l'ai dit, les enseignements de spécialité et d'options suivies. En revanche, en D2, il est fortement conseillé d'avoir suivi un enseignement de mathématiques, ne serait-ce qu'un enseignement de mathématiques complémentaires. voilà. C'est fortement conseillé ou c'est exigé? Alors, en D2, il y a un enseignement de mathématiques. Ouais.
Et il y a un enseignement de microéconomique qui utilise les outils mathématiques. Donc, les mathématiques sont nécessaires. Mmh. D'accord. Est-ce que donc pour la D1 où il y a du droit, est-ce que d'avoir suivi l'option de droit et grands enjeux du monde contemporain peut être un plus sur un Tout à dossier? fait. Tout à fait. Alors, ensuite, comme, Nicolas l'a expliqué tout à l'heure, les lycées sont autonomes, hein, dans leur, heu, dans leur analyse, des dossiers. Mais, effectivement, cette option, droit et grands enjeux du monde contemporain, peut, effectivement être un plus. Mmh. On avait vu avec Nicolas que ce qui est le cas de toutes les classes prépa, donc il y a des équivalences avec l'université, d'accord? On va dire que le D1 donne une équivalence plutôt pour quel type de licence et Alors D2 plutôt pour quel type de licence. Il y avait une question aussi de quelqu'un qui demandait, parce qu'il y a les termes éco-droit d'un côté et éco-gestion de l'autre, est-ce que ça veut dire que c'est des équivalences pour des doubles licences? alors, en fait, ce ne sont pas des équivalences. Voilà. Les étudiants suivent un double cursus, c'est-à-dire qu'ils ont une partie de leur cours à l'université, une partie de leur cours en classe préparatoire. Ce qui veut dire qu'ils suivent, des enseignements à l'université où ils passent, où ils suivent des cours magistraux, des TD, ils passent des partiels et les examens de TD. Donc, ils ont des enseignements qui sont validés par l'université. Le fait d'être en classe préparatoire D1 ou D2 permet de valider, permet à la classe préparatoire de délivrer des ECTS pour valider la licence complète. Donc, ça n'est pas un simple principe d'équivalence parce qu'il y a vraiment des ECTS qui sont validés parce que les élèves suivent des cours à l'université avec les autres étudiants de l'université, même s'ils sont généralement dans des groupes de TD spécifiques. Ouais. Voilà. Alors, droit économie, les élèves qui suivent la prépa droit économie D1 sont inscrits dans une université partenaire du lycée dans lequel ils sont en licence droit ou AES. Donc, c'est droit et sciences politiques ou AES. Donc, ils valident une L1 puis une L2 de droit ou d'AES. Donc, ça, c'est droit économie. De l'autre côté, les étudiants qui sont en D2 valident, eux, une L1 et une L2 d'économie-gestion ou de mathématiques, informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. Mmh. Voilà. C'est bien d'insister sur cette spécificité de la D1 et de la D2, qui est cette alternance en fait entre l'université et la classe prépa, ce qui distingue bien des autres filières qu'on a vues précédemment. Et justement, est-ce que cette alternance des cours entre la prépa d'un côté, pour une douzaine d'heures, si de mémoire, et peut-être une vingtaine d'heures peut-être à l'université, je sais pas très bien quel est le volume à l'université. Est-ce que c'est difficile pour les étudiants, cette alternance? Alors, ça demande une certaine adaptation, effectivement, au début parce que, les étudiants, en fait, sont dans 2 cadres différents, hein. Mais, les étudiants, qui sont, aussi bien en D1 en D2 arrivent très bien à gérer, ce double cursus, avec, avec des enseignements à l'université, des enseignements en classe préparatoire. Donc il y a une adaptation, mais l'intérêt aussi, c'est que, ça permet aux étudiants, ben, de voir, le fonctionnement, de l'université, d'apprendre l'autonomie aussi, à l'université et d'être, un peu plus, encadrés, en classe préparatoire. Donc ce partage, me semble et c'est le retour, qu'on en a des étudiants, me semble être, quelque chose de très enrichissant pour eux. Pour faire du droit, est-ce qu'il vaut mieux faire une prépa D1 ou une fac de droit? Une question qui est posée. Alors c'est-à-dire? Est-ce qu'il vaut mieux pour devenir, si l'idée, en insistant bien sur le fait pour les lycéens que vos projets d'orientation, vous allez les peaufiner. Mais mettons un étudiant de lycée qui veut faire avocat, est-ce qu'il vaut mieux, par exemple, aller directement en fac de droit ou aller en prépa D1?
Alors l'intérêt de la prépa D1, c'est, comme dans toutes les prépas, hein, c'est, l'encadrement, l'effectif, relativement, réduit et le suivi, personnalisé. C'est pas, on n'est pas dans une logique avec des amphis, de L1 en droit avec, des centaines et des centaines d'étudiants. Donc tout dépend du profil, à mon sens, de l'étudiant. L'intérêt de la prépa, D1, c'est, d'apporter cet encadrement, justement, qui permet, ensuite qui ouvre ensuite, différents débouchés. Alors j'insiste pour répondre à des questions qui arrivent là sur le chat, que toutes les voies qu'on voit ici ont en commun de permettre d'accéder à des écoles de commerce, mais via des concours qui sont différents et via des procédures de sélection qui sont différentes. Voilà. Mais on va y répondre peut-être de manière plus transversale à la fin, quand on aura vu aussi la prépa ECG. Donc on va répondre aussi à toutes ces questions-là qui arrivent beaucoup. Mais donc on le voit dans le diaporama de Nathalie qu'il y a des voies d'accès aux écoles de commerce. Peut-être que tu veux en dire deux mots, peut-être, mais euh, Oui, alors les voies d'accès, aux écoles de commerce, c'est bien, il y a un accès par le biais de l'admissibilité, à l'ENS, que ce soit, Paris-Saclay ou Rennes. Donc certaines écoles, reconnaissent l'admissibilité à l'ENS, ce qui veut dire que en fait, nos étudiants, ne passent que des épreuves orales. Donc c'est le cas de l'EM Lyon, c'est le cas d'Audencia, c'est aussi le cas de Grenoble. Et puis, nos étudiants, validant, une formation, de niveau, L2, ils, ont accès, aux banques, d'épreuves, Passerelle, et Tremplin, qui, proposent, sur la base, d'épreuves spécifiques, un accès, aux écoles de commerce. Et puis, comme je le disais, l'EDEC, a remodelé son concours, pré-master et les élèves qui sont intéressés par, la formation, juridique, proposée, par, l'EDEC peuvent tout à fait, passer le concours, voie D1, en suivant, en passant pardon, une épreuve de droit civil, et les candidats venant de D2 passent une épreuve spécifique de microéconomie qui correspond en fait aux enseignements qui sont dispensés dans ces classes préparatoires-là. d'accord. On va devoir passer la parole, bien sûr, à Christophe Viscogliosi pour la ECG. Et donc, on reviendra sur les écoles de commerce après, bien sûr, en confrontant toutes ces filières-là, bien sûr. Je réponds aussi de manière assez transversale à une question sur est-ce que la spécialité SES, parce que là, on a fait donc un webinaire qui est particulièrement destiné aux lycéens qui font de la spécialité SES, est-ce qu'elle est une condition? Et la réponse est non. Voilà, puisque en fait, mais en revanche, ça ne veut pas dire que ça peut être un atout. Bien sûr, ça peut être un atout. Alors peut-être. Tout à fait. Alors, en D1, effectivement, comme c'est indiqué sur Parcoursup, les profils sont variés, mais bien évidemment, comme il y a de l'économie en D1, la spécialité SES est tout à fait un atout. En D2, aussi, l'enseignement de spécialité en SES, sera, vu, de façon, positive effectivement, lors de l'étude des dossiers. Voilà. Donc, ça va être la même chose quand on va parler justement des classes prépa ECG, puisque en fait, et en BL également, ou en AL, en BL où il y a des sciences sociales, donc Nicolas nous a rappelé que bah, actuellement, vous avez 2 tiers des étudiants de BL qui viennent de S et donc qui n'ont pas fait de SES au lycée. Mais malgré tout, c'est vrai que dans un profil, il y a une certaine cohérence à avoir fait des SES. Et si on a montré un bon niveau et une forte appétence, c'est-à-dire vraiment du plaisir à faire des SES, bah, c'est une qualité qui va jouer favorablement. On regarde la cohérence aussi d'un profil global, et donc ça peut faire partie d'une cohérence de profil. Une dernière question sur la D1 et D2, parce que c'est vrai que c'est les classes prépa qui sont bah, moins connues. Et quelle est la capacité d'accueil? Il y a combien d'étudiants en D1 et en D2? Voilà. Je précise tout de suite que sur le site qu'on va mettre en lien, donc que j'ai mis déjà en lien InfoPrépa, vous avez un module interactif qui vous permet de voir tous les lycées où il y a des classes prépa D1 et D2. Mais quelle est la capacité d'accueil? Alors c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a, une quinzaine, de classes préparatoires, D1 et de classes préparatoires, D2, en France.
classe préparatoire publique. Chaque classe préparatoire recrute alors les effectifs sont variables, mais le recrutement tourne autour de 40 à 48 étudiants. En fait, vous trouverez toutes ces informations sur les capacités d'accueil de chaque classe préparatoire sur Parcoursup. Voilà, merci beaucoup Nathalie. Je passe la parole maintenant donc à Christophe Viscogliosi. Christophe est professeur de sciences économiques et sociales, en classe préparatoire école de commerce, qui s'appelle désormais école de commerce voie générale. Ce sont les anciennes classes préparatoires actuellement appelées école de commerce voie économique ou scientifique. Et donc il enseigne l'économie, sociologie et histoire contemporaine au lycée Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec dans le 93. Il est aussi membre du conseil d'administration de l'association des professeurs de classe préparatoire économique et commerciale. Il co-organise avec nous, avec l'APSES, cette session. À toi, Christophe. Merci donc Rémi pour cette introduction. Alors effectivement, je vais vous présenter des classes préparatoires économiques commerciales voie générale. Tout d'abord, vous recontextualiser rapidement un petit peu ces changements qui s'opéreront à la rentrée donc 2021, après la réforme donc du lycée et la fin des filières ES, eh bien, les classes préparatoires économiques et commerciales ont suivi exactement le même procédé, et donc les filières de classes préparatoires économiques et commerciales qui correspondaient traditionnellement aux filières du lycée disparaissent. Et donc, la filière ECS et la filière ECE, qui était la voie réservée aux scientifiques pour la première et la voie réservée aux bacheliers économiques pour la seconde, fusionnent. Et donc, on parle aujourd'hui de classe préparatoire économique et commerciale voie générale. Voilà. Donc, pour vous présenter rapidement cette formation, je vais partir du site InfoPrépa que Rémi et Nathalie ont mentionné. Alors, donc, ce site InfoPrépa a été créé donc, par la PHEC, donc, qui est l'association des profs de classe préparatoire HEC, enfin des classes préparatoires économiques et commerciales. Donc, c'est une association qui regroupe 1500 enseignants de classes préparatoires économiques et commerciales. Donc, c'est une association évidemment très importante. Et donc, cette association a créé ce site pour essayer de diffuser le plus facilement, le plus pédagogiquement possible des informations à destination des lycéens. Ce site, évidemment, part de cette double entrée. Est-ce que vous êtes au lycée? Est-ce que vous êtes en classe préparatoire? Ce qui nous intéresse, évidemment, ici, ce sont les lycéens voie générale. Donc, je clique dessus. Tout à l'heure, Rémi, je parlais de la double entrée. Effectivement, soit vous avez des informations sur les classes préparatoires D1, D2, soit vous avez des informations sur les classes préparatoires économiques et commerciales. Comme on a déjà fait les classes préparatoires D1, D2, je clique sur les classes préparatoires économiques et commerciales, donc ECG. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu le contenu de la formation des classes préparatoires économiques et commerciales voie générale, donc encore une fois destinées à tous les bacheliers généraux. Comme au lycée désormais, les classes préparatoires économiques et commerciales voie générale disposent d'un tronc commun et ensuite d'options, d'un système d'options. Donc le tronc commun, il se compose, comme vous le voyez, de 2 langues vivantes, à raison de 3 heures pour chacune de ces langues, d'un cours de culture générale de 6 heures. Alors le cours de culture générale a changé très récemment, il s'appelle Lettres et philosophie désormais, mais vous retrouverez exactement à peu près le même contenu, avec d'un côté 3 heures de philosophie et de l'autre 3 heures d'enseignement en lettres. Vous avez également des travaux pratiques en informatique et puis évidemment l'éducation physique et sportive. Donc ce tronc commun, vous le suivrez quelles que soient les options que vous choisirez par la suite lorsque vous ferez une classe préparatoire économique et commerciale voie générale. Parmi les options, donc, vous avez 2 binômes. Le premier binôme, c'est une option en sciences humaines. Donc là, vous avez le choix, soit vous faites ce qu'on appelle de l'ESH, économie, sociologie, histoire des sociétés contemporaines. Donc ça, c'est l'enseignement que j'assure en classe préparatoire. Donc là, c'est 8 heures par semaine. C'est un enseignement qui est vraiment dans le prolongement des SES, avec en plus un apport tourné vers l'histoire économique.
D'autre part, donc, vous avez l'histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain, qui là est un cours qui s'inscrit davantage dans le prolongement de l'enseignement de spécialité, histoire, géographie et géopolitique, donc qui est dispensé au lycée. Cette fois-ci, cet enseignement correspond à un enseignement de 7 heures par semaine. Donc, vous choisissez l'un ou l'autre. Il y a un deuxième binôme au sein duquel vous devez choisir un enseignement de mathématiques. Soit vous pouvez faire des mathématiques approfondies, soit des mathématiques appliquées. Là aussi, vous le voyez, ce n'est pas exactement le même volume horaire, même s'il est très proche. 9 heures pour les mathématiques approfondies et 8 heures pour les mathématiques appliquées. Je ne suis pas enseignant de mathématiques, donc je ne vais pas me lancer dans une présentation de ces deux cours dans le détail. Simplement, vous signaler que pour faire l'un ou pour faire l'autre, il faut avoir évidemment suivi à minima un enseignement d'options mathématiques complémentaires en terminale. Et donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais comme pour la BL, il faut évidemment avoir au moins suivi l'enseignement l'option mathématiques complémentaires au lycée pour pouvoir candidater en classe préparatoire ECG. Si vous avez arrêté les mathématiques en terminale, il devient quand même très très compliqué de candidater dans les classes préparatoires ECG. Donc, si vous avez cette option, tant mieux. Et puis, si vous avez évidemment suivi l'enseignement de spécialité mathématiques, c'est encore mieux. Mais voilà, que vous choisissiez mathématiques approfondies ou que vous choisissiez mathématiques appliquées, le niveau de référence, c'est d'avoir suivi à minima l'option mathématiques complémentaires au lycée. Voilà. Donc, quand vous choisirez votre classe préparatoire ECG, eh bien, vous choisirez un parcours qui sera composé donc de 2 options, une option en sciences humaines et une option en mathématiques. Vous avez donc 4 parcours possibles qui correspondent aux 4 combinaisons. La première combinaison, c'est donc le SH avec les mathématiques approfondies ou alors le SH avec les mathématiques appliquées. Vous avez 2 autres combinaisons, histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain avec les mathématiques approfondies ou histoire, géographie et géopolitique du monde contemporain avec les mathématiques appliquées. Donc, quand vous allez candidater en classe préparatoire ECG, vous aurez toujours un de ces 4 parcours à choisir, même si par la suite, évidemment, sur Parcoursup, vous pouvez choisir différents parcours, y compris à l'intérieur de certaines classes préparatoires, puisque une même classe préparatoire ECG peut proposer plusieurs parcours. Voilà. Alors, je vous ai présenté un petit peu le contenu de l'information. Maintenant, les débouchés. Donc, les classes préparatoires ECG durent 2 ans, parfois 3 ans lorsqu'on lorsqu'on refait une deuxième année pour présenter une deuxième fois les concours. Et principalement, les étudiants de classe préparatoire ECG postulent dans des grandes écoles de commerce. Ils postulent notamment par le biais des concours auprès de 25 grandes écoles de commerce. Et donc, je vais vous les présenter. Après, je vous présenterai les autres orientations possibles. Je dis 25 grandes écoles de commerce parce que toutes ces grandes écoles, effectivement, dispensent une formation très sérieuse, reconnue par tout un ensemble de labels, comme la Conférence des grandes écoles, des labels internationaux comme les accréditations ASSB, KIS, NBEA, etc. Et toutes ces accréditations, toutes ces reconnaissances permettent justement aux étudiants de ces grandes écoles d'accéder dans des conditions très favorables sur le marché du travail. Je vous laisserai regarder un petit peu le site, mais que ce soit en termes de taux d'intégration sur le marché du travail, que l'on regarde la possibilité d'obtenir un CDI, que l'on regarde le salaire, que l'on regarde les différents débouchés professionnels, à chaque fois, la plupart des étudiants de ces grandes écoles réussissent très très bien.
Donc, ce sont vraiment de grandes écoles au sens où elles forment très bien et au sens où elles permettent d'accéder sur le marché du travail dans de très bonnes conditions avec un diplôme qui est reconnu par différentes accréditations. Et surtout, c'est un diplôme qui vaut Bac+5, donc qui est un master à part entière. Vous avez une petite cartographie qui vous présente ces 25 grandes écoles, donc vous pouvez tout à fait sélectionner et avoir un petit peu plus d'informations sur chacune de ces écoles. Vous avez un lien vers le site qui correspond. Un élément très très important qui me semble vraiment qu'il faut à mon avis marteler, c'est qu'il y a autant de places dans les grandes écoles qu'il y a de candidats au concours des grandes écoles de commerce. Donc en général, vous avez à peu près 8000 places chaque année qui sont proposées par ces grandes écoles pour un nombre de candidats à peu près équivalent. Par voie de conséquence, lorsque vous préparez les concours des grandes écoles de commerce, si vous avez été sérieux tout au long de votre préparation, vous êtes quasiment sûr d'intégrer une grande école de commerce. Donc finalement, les concours sont plus des concours de classement que des concours visant à sélectionner 10%, 15% des candidats, comme ça peut être le cas pour les concours d'IEP ou pour les concours de NS. Il y a donc, lorsque vous vous lancez dans une classe préparatoire économique et commerciale, une probabilité très très élevée d'intégrer une de ces grandes écoles et de réussir. Donc ça, c'est un élément, à mon sens, très motivant pour s'orienter vers ces grandes écoles. Je reviens un petit peu en arrière. Je vais vous présenter donc maintenant, toujours dans les débouchés, les autres orientations vers lesquelles vous pouvez aller. En premier lieu, donc, vous avez des écoles qui recrutent spécifiquement les étudiants, qui recrutent spécifiquement effectivement des étudiants de classe préparatoire économique et commerciale voie générale. Vous en avez 3, donc avec des épreuves destinées aux préparationnaires. Vous avez l'École normale supérieure Paris-Saclay, vous avez l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, l'ENSAE, et puis vous avez l'École militaire de Saint-Cyr. Ces 3 écoles ont des épreuves qui sont spécifiquement réservées aux étudiants de prépa ECG. Donc, on peut tout à fait, en plus des concours des écoles de commerce, préparer ces écoles-là. En fait, il y a des banques communes d'épreuves et chacune de ces écoles va aller évidemment sélectionner les étudiants sur les épreuves qui ont été passées. Ensuite, vous pouvez aller à l'université, bien entendu. Vous avez des équivalences. Et les équivalences ne concernent pas uniquement la prépa ECG, elles concernent, comme l'ont indiqué mes collègues tout à l'heure, la prépa D1, la prépa D2, la prépa BL. Donc, vous avez, après 2 années de classe préparatoire, la possibilité d'intégrer une licence 3, une 3e année de licence. Donc, on ne perd pas d'année lorsqu'on fait une classe préparatoire. On est à peu près sûr, là aussi, d'obtenir une équivalence et de poursuivre à l'université dans de très bonnes conditions, puisqu'on a été très très bien formé en classe préparatoire. Alors, en général, pour les classes préparatoires ECG, nos étudiants obtiennent des équivalences dans des licences de type AES, LEA, mathématiques appliquées, aux sciences sociales, économie-gestion, sciences sociales, géographie, histoire. Alors après, ça va dépendre des parcours que vous allez choisir. Si vous choisissez évidemment le parcours HGG, histoire, géographie et géopolitique, vous aurez évidemment beaucoup plus facilement une équivalence en histoire que si vous avez suivi le parcours ESH. Mais voilà, selon vos parcours, vous avez tout un ensemble d'équivalences pour la L3. Même chose, en fin de première année de classe préparatoire, si vous voulez vous réorienter, vous pouvez avoir une équivalence en 2e année de licence. Donc, on ne perd jamais d'année à faire une classe préparatoire. On tente, on essaye, et si ça ne marche pas, ou si ça ne nous plaît pas, on peut se réorienter très facilement à l'université. Enfin, vous avez la possibilité, et je crois que Nathalie en parlait tout à l'heure, de vous orienter vers ce qu'on appelle les instituts d'administration des entreprises, qui sont devenus maintenant les écoles de management universitaire, donc qui sont évidemment principalement chapeautés par les universités. En fait, ce sont des annexes, des antennes finalement au sein des universités, relativement autonomes, où vous pouvez être formé en licence, en master, en doctorat, dans quasiment les mêmes domaines que ceux des écoles de commerce.
La différence, bien entendu, c'est que les instituts d'administration des entreprises ou écoles de management universitaire, c'est la même chose, sont gratuits, alors que les écoles de commerce sont payantes. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous renvoie au site iaefrance.fr qui est indiqué au bas de la page. Voilà, c'est bon, Christophe? Ouais. Oui, pardon? Tu as terminé? Presque, Ouais. presque. D'accord. Je prends encore 2-3 minutes. C'est bon? C'est pas dérangeant? Pas de souci. D'accord. Alors, vous avez aussi la possibilité de préparer les concours d'IEP après une première année de classe préparatoire au CG, mais à mon avis, la meilleure formation pour les instituts d'études politiques reste quand même les classes préparatoires littéraires, notamment la AL, que Nicolas Thibault vous a présenté tout à l'heure. Alors, si vous voulez donc postuler en classe préparatoire ECG, vous retrouverez différentes informations sur le site, mais la seule information, à mon avis, à retenir, c'est qu'il faut avoir conservé un enseignement de mathématiques en terminale. Et donc, par voie de conséquence, il faut avoir soit fait l'enseignement de spécialité, soit, si vous avez arrêté cet enseignement de spécialité, eh bien, avoir continué l'option mathématiques complémentaire. Les autres enseignements de spécialité que vous allez pouvoir faire au lycée pourront être bien entendu valorisés. Il est évident que si vous avez fait des SES et que vous candidatez sur un parcours de prépa ECG avec un enseignement de SH, économie, sociologie, histoire du monde contemporain, votre dossier sera sans doute valorisé. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi des SES pour candidater en prépa ECG. De la même manière, vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi l'enseignement de spécialité histoire-géographie pour faire l'option histoire-géo en classe préparatoire ECG. Donc vraiment, la seule information à retenir, c'est d'avoir conservé un enseignement de mathématiques. Je termine en une petite minute par donc 2 outils qui pourront vous être utiles. En premier lieu, donc, c'est cet outil de cartographie que vous retrouverez sur la page d'accueil du site InfoPrépa. Donc, vous cliquez directement sur cette petite icône, les classes préparatoires, et donc là, vous avez la possibilité de sélectionner le type de classe préparatoire qui vous intéresse, donc les D1, les D2, bien entendu, mais également les prépas ECG. Vous pouvez vous géolocaliser et connaître les classes préparatoires autour de vous. Alors, pour l'instant, cette carte n'a pas été réactualisée complètement. On est encore sur les anciennes versions des classes préparatoires, ECE, ECS, pour une raison simple, c'est que le ministère nous a communiqué la liste des spécialités il y a une semaine ou deux, et que par conséquent, on n'a pas encore eu le temps de mettre à jour le site. Mais d'ici une semaine ou deux, il le sera, et donc vous pourrez vous géolocaliser et trouver très facilement les classes préparatoires autour de vous qui dispensent un enseignement, soit D1, D2, ECG, ECP ou ECT. Voilà. ECP, c'est pour les bacheliers professionnels, ECT, c'est pour les bacheliers technologiques. Enfin, un dernier outil qui peut vous être également très utile, c'est le MOOC que nous avons créé là aussi avec la PHEC. Je vais directement sur cette plateforme Fun MOOC, qui est une plateforme gratuite, publique, où vous trouverez de nombreux MOOC sur les différentes orientations possibles. Donc, vous allez tout en bas notamment, alors vous avez un moteur de recherche, mais le plus simple, c'est d'entrer par les thématiques, si on veut trouver des MOOC en lien avec l'orientation. Et donc, voilà, vous trouvez des formations sur les métiers de la mer, etc., sur les IUT, et notamment, vous allez trouver le MOOC de la prépa aux grandes écoles de commerce, le bon parcours pour moi. Et donc, ce MOOC vous permet de vous former sur les prépas ECG. Donc, vous trouverez plein d'informations avec des vidéos, avec des petits tests, avec la possibilité de chatter également sur donc les classes préparatoires, les grandes écoles, et puis sur comment préparer son dossier pour rentrer en classe préparatoire ECG. Alors, il y a énormément de questions, donc merci à tous, hein. Donc, on fait le maximum pour répondre à tout ce qu'on peut. Je précise bien qu'on a privilégié des supports qui sont disponibles en ligne
et notamment Christophe. Et donc, vraiment, en naviguant sur le site InfoPrépa, vous avez vraiment toutes les réponses auxquelles vous posez, enfin, les réponses aux questions que vous posez. Il y a encore toujours des questions sur cette histoire des mathématiques. Est-ce que, par exemple, donc on voit qu'il y a deux spécialités en mathématiques en ECG, Oui. mathématiques donc désormais approfondies et mathématiques appliquées, d'accord? Oui, tout à fait. Est-ce que les conditions d'accès, d'abord, donc le choix, est-ce que ne pas avoir fait la spécialité donc en terminale, on peut donc les chances d'intégration avec juste l'option mathématiques complémentaires? Alors, le programme est très, très clair, hein, je l'ai vérifié juste avant, d'intervenir. Il est écrit, clairement dans le programme, officiel, donc qui est publié par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, que le niveau de référence, hein, c'est le terme, pour les mathématiques appliquées, c'est mathématiques complémentaires et le niveau de référence pour les mathématiques approfondies, c'est-à-dire l'autre cours de mathématiques, c'est également les mathématiques complémentaires. Donc, les programmes sont pensés à partir de l'option mathématiques complémentaires. Par voie de conséquence, je pense que d'avoir suivi l'enseignement de spécialité peut être favorable, peut donner peut-être plus de chances de réussir, mais on peut tout à fait envisager les mathématiques appliquées ou les mathématiques approfondies à partir de l'option mathématiques complémentaires. D'accord. Et est-ce que, donc, puisqu'il y a deux niveaux de mathématiques, enfin en tout cas deux niveaux, deux types de spécialités qui sont proposées, donc une qui est plus axée sur des mathématiques approfondies, peut-être fondamentales, et d'autres plus Mm. appliquées avec un peu plus d'informatique, on ne rentre pas dans le détail, moi non plus je ne suis pas compétent, Bah, mais c'est le langage Python, notamment pour les voilà, mathématiques voilà. appliquées. Il C'est fait présent dans référence au les langage deux, mais Python c'est plus développé dans mathématiques en appliquées. mathématiques. Voilà. Exactement. Oui, tout à fait. Mais est-ce que donc le fait d'avoir fait par exemple mathématiques expertes donne plus de chances d'entrer dans l'une? Oui, je pense que ça va dépendre en fait de chaque classe préparatoire. En fait, chaque classe préparatoire est autonome dans son processus de recrutement. Donc, si les enseignants de la classe préparatoire jugent qu'il faut plutôt avoir fait l'enseignement de spécialité, voire même avoir suivi l'option maths experte, hein, c'est ça, en terminale, euh, il faudra sans doute l'avoir suivi. Mais ça, je pense qu'ils le diront sur Parcoursup. Lorsque vous regardez la fiche de l'établissement sur Parcoursup, il faut regarder les prérequis. Si les collègues affirment explicitement qu'il faut plutôt avoir suivi la spécialité maths, voire même l'option maths experte en terminale pour postuler, alors voilà, il faudra le faire. Néanmoins, dans le programme, légalement, ce que je peux vous dire, c'est que le niveau de référence, voilà, qu'on choisisse les mathématiques appliquées ou les maths approfondies, c'est d'avoir fait l'option mathématiques complémentaires. Pour parler de manière un peu transparente, puisqu'on est entre nous, on est 500, mais on est entre nous, Oui. en fait, il y a une inconnue qu'on n'a pas encore et qu'on peut partager avec vous, c'est les coefficients au concours. Les coefficients au concours des mathématiques approfondies et mathématiques appliquées, qui probablement seront un peu différents, mais en tout cas, il y a un interclassement. Il faut savoir que les candidats, donc vous pouvez choisir donc, au choix, ce qui a très bien développé Christophe, ESH ou AGG. D'accord. Vous pouvez choisir mathématiques approfondies ou appliquées, mais ensuite, vous aurez des notes. Il y aura des coefficients différents pour calculer votre moyenne au concours et on classe tous les candidats, quel que soit leur choix de spécialité. Voilà. Mhm. Et par contre, on n'a pas encore l'information sur. On a les coefficients actuels. Dans les coefficients actuels, en mathématiques, en ECS, le coefficient de maths était plus important qu'en ECE, par exemple. Et ça dépend des écoles aussi, ça dépend des écoles. Donc évidemment, quand vous allez dans le top 5, bon, suivant les classements qui sont donnés des écoles de commerce, donc type HEC, ESSEC, etc., etc., bah, plus vous montez, c'est vrai, le coefficient de maths est un peu plus élevé dans les écoles du très très haut du panier. Mhm. Voilà. Mais on peut rentrer dans ces écoles-là actuellement avec une ECE, d'accord, autant qu'avec une ECS. Et donc, autrement dit, en fait, donc là, on peut choisir, il faut choisir un petit peu, pas en fonction de ça, parce qu'en fait, là, pour l'instant, mais a priori, il y aura toutes les chances d'intégrer toutes les écoles avec tous les choix. Voilà.
Ce qu'on peut peut-être rajouter, mais là aussi, il faudra voir exactement quelles sont les conditions du concours en 2023, hein, le temps que la réforme Mm. entre en application, c'est que quand même les écoles du haut du classement ont tendance quand même à valoriser des profils mathématiques. Mm. Profil d'élèves qui sont relativement bons, très bons en mathématiques. Donc après, on peut être très très bon en mathématiques appliquées ou très très bon en mathématiques approfondies, hein, mais c'est vrai que sans doute, si en terminale, on a conservé un enseignement de spécialité en mathématiques, par rapport à un élève qui aurait uniquement suivi l'option de mathématiques complémentaires, il y a un avantage certain à mon sens. Après, à savoir si cet avantage va se confirmer en classe préparatoire, je ne peux pas vous le dire, ça dépend de chaque élève, mais je dirais qu'on part avec sans doute une petite avance. Voilà. Ouais. Pour ce qui est du choix entre ESH et AGG, donc ici on a Oui, essentiellement des lycéens qui ont fait la spécialité SES. bien Est-ce sûr. que le fait d'avoir fait, donc est-ce que d'abord on peut choisir AGG sans avoir fait l'actuelle spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques au lycée, Bien d'accord? sûr. Ou est-ce que ça favorise un petit peu ou pas? Voilà, dans quelle mesure il y a un lien entre. Alors, la seule règle, c'est d'avoir conservé un enseignement de mathématiques. Tout le reste est possible en fait. À partir du moment où vous avez gardé un enseignement de mathématiques, à minima donc mathématiques complémentaires, vous pouvez avoir choisi n'importe quel enseignement de spécialité au lycée et donc postuler en prépa ECG sur le parcours Histoire Géo ou alors sur le parcours ESH. Par conséquent, quelqu'un qui n'a pas fait SES peut très bien faire de l'ESH. Quelqu'un qui a fait de la SES, qui n'a pas fait d'histoire géo, peut aller sur le parcours histoire géo. Tout est possible. Si on choisit de faire histoire, géographie et géopolitique, je précise qu'il n'y a pas de sciences politiques, hein, dans cet intitulé-là, en sport, en Mm. prépa. Donc AGG, histoire, géographie et géopolitique. Est-ce qu'il y a malgré tout en fait un petit peu de cours d'économie dans l'AGG? Il y en a un tout petit peu, c'est de la géoéconomie, mais enfin ça reste quand même assez marginal. Si on aime les SES, hein, si on aime l'économie, si on aime la sociologie, si on aime les sciences politiques, puisque les sciences politiques sont quand même plus largement enseignées en SES que l'enseignement de spécialité HGG voilà, au lycée, même si l'intitulé est un peu trompeur. Donc si on aime ces trois matières-là, qu'on aime les combiner, qu'on aime un peu l'histoire économique évidemment, à mon sens, on peut tout à fait aller en ESH et je pense que les collègues de SH valoriseront évidemment les dossiers d'élèves voilà, qui aiment la SES, qui peuvent avoir un niveau convenable, voire même un bon et un très bon niveau, bien entendu. Euh, et à mon sens, voilà, il faut bien avoir quand même à l'esprit que l'enseignement de SH s'inscrit plutôt dans la continuité des SES, alors que l'enseignement de HGG en classe préparatoire s'inscrit plutôt dans la continuité de l'enseignement de spécialité, HGG au lycée. Oui. Il faut insister sur le fait que, suivant vos choix de spécialité, ils sont importants, ces choix de spécialité ESH ou AGG ou mathématiques approfondies ou appliquées, parce que c'est un volume d'horaire qui est assez important. Donc, autrement dit, il est important de choisir en fonction de ce qu'on anticipe, des perspectives que ça ouvre ou pas, mais aussi de son appétence, de l'intérêt qu'on a ou pas pour tel ou le. Voilà. L'ESH, tu peux repréciser un petit peu ce que c'est que l'ESH par rapport au SES du lycée? D'accord, oui, tout à fait. Alors, l'ESH, donc je disais, s'inscrit, hein, c'est quand même à conserver évidemment à l'esprit, dans la continuité de SES, hein. Il y a une vraie continuité qui est pensée dans les programmes. C'est pas fait au hasard, hein. Le programme de l'ESH n'a pas été pensé au hasard, il s'inscrit vraiment dans la continuité du programme de SES. Donc, on retrouve évidemment dans le programme de SH les composantes du programme de lycée en SES. Donc, on va trouver des thématiques similaires sur la croissance économique, sur la mondialisation, prochainement sur la stratification sociale, sur l'histoire de la pensée sociologique, sur la monnaie, sur voilà, toutes ces thématiques, un peu de microéconomie, bien entendu, de la macroéconomie. Par contre, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'il y a un volet plus historique dans le SH, parce qu'à l'origine, cette matière avait été créée par des historiens. Donc il y a toujours eu traditionnellement un volant d'histoire économique assez important, pas très important, mais assez important dans le SH. Et donc c'est ce qui diffère un petit peu avec les SES ou lycée,
où la dimension historique, eh bien, elle est plutôt abordée en histoire. D'accord. En termes de niveau de mathématiques, bon, je reviens sur les mathématiques qui sont, semble-t-il, et on comprend très bien, un Oui, élément assez important pour l'orientation des lycéens. Quel est le niveau de mathématiques qu'il faut avoir pour entrer dans une prépa UCG? oui. Et donc la Mm, question directe qui est posée par je ne sais plus qui mm, en ligne, est-ce mm. qu'avec un niveau faible en maths, on peut rentrer en prépa? Alors, en fait, mais je crois que ce que je vais dire là, ça fonctionne également pour la BL, pour la L, pour la D1, pour la D2. En fait, il faut bien avoir à l'esprit qu'il y a des niveaux de classe préparatoire très différents, avec des niveaux de recrutement différents. Postuler en BL, agence de SAI, voilà, il faut quand même traditionnellement avoir un très bon niveau. Il y a d'autres BL où le niveau de recrutement est un petit peu plus bas. Eh bien, c'est effectivement la même chose en ECG. Vous avez des classes préparatoires où on va vous demander un très bon niveau en mathématiques. Bon, globalement, si on va dans les classes préparatoires des lycées de centre-ville, je pense à Lyon au lycée du Parc, au lycée Ampère, si on va à Marseille au lycée Thiers, si on va à Paris, je sais pas, au lycée Henri IV, on va vous demander un très bon niveau de mathématiques parce que traditionnellement, ces classes préparatoires-là intègrent plutôt les étudiants dans les très très grandes écoles, le top. Par contre, vous avez des classes préparatoires dites de proximité ou avec un recrutement avec un niveau convenable, bien entendu. Hein. Il ne s'agit pas de recruter quelqu'un à 7 de moyenne, mais où à partir de 11, 12, 13, il ne faut pas hésiter à candidater et où le niveau de mathématiques, même s'il est un petit peu faible, alors s'il est autour de 10, quoi, un petit peu en dessous parfois, on a des chances d'être recruté parce qu'on peut compenser notamment avec d'autres matières. Par contre, si on a 2, c'est vrai, de moyenne en mathématiques, aller en prépa ECG où vous avez entre 8 et 9 heures de mathématiques par semaine, vous risquez d'être quand même en très, 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 très grande difficulté. Si vous voulez évincer les mathématiques, là, à mon sens, vaut mieux contourner, passer par une prépa peut-être de type AL, et ensuite présenter les concours d'école de commerce pour les concours destinés aux littéraires. Alors, on parle de classe prépa, école de commerce, voie générale désormais, d'accord? On va parler un peu des écoles de commerce, tu en as parlé dans ton exposé. Oui, Qu'est-ce rapidement. qui Ouais. distingue, tu l'as dit rapidement, mais c'est vraiment important, je pense, de revenir dessus. Qu'est-ce qui Mm, distingue les écoles de commerce qu'on peut obtenir après une mm, prépa ECG, mm, et mm, j'insiste bien, mm, on peut aller en école de commerce avec une D1, une D2 ou une BL ou une AL, mm, d'accord? Qu'est-ce qui mm. distingue ces écoles de commerce-là et celles qu'on peut avoir, par exemple, après le bac? Alors juste un ECG, c'est économique et commercial, voie générale, hein, parce que c'est pas orienté que vers les écoles de commerce. J'ai essayé de montrer qu'il y avait d'autres débouchés, ben, enfin ça c'était juste pour la petite précision, mais en fait vous avez à peu près 200 écoles de commerce qui recrutent après, enfin 200 écoles de commerce à peu près dans l'enseignement supérieur, et vous en avez donc 25 qui recrutent après une prépa. La différence, elle est très simple, c'est que les 25 écoles de commerce que vous intégrez après une classe préparatoire, vous êtes sûr que ces écoles de commerce ont les niveaux de reconnaissance nécessaires pour intégrer le marché du travail dans de très bonnes conditions. Elles sont reconnues, en fait. Ce qui n'est pas le cas de la majeure partie des écoles de commerce, parmi les 200 dont je parlais, et notamment de la multitude d'écoles de commerce qu'on peut intégrer après le baccalauréat et qu'on retrouve dans certains salons qui font une publicité démentielle et qui souvent, en fait, dispensent une formation qui est assez peu reconnue. Le diplôme n'est pas toujours visé, par exemple. Ça, c'est un élément important. Le ministère de l'enseignement supérieur vise les diplômes des écoles de commerce et après, dans les écoles qui recrutent juste après le bac, vous en avez plein qui ne sont pas visés, qui sont reconnus, mais qui ne sont pas visés. Or, avoir le visa, c'est quand même déjà un signe de reconnaissance. Il y a aussi d'autres marqueurs de reconnaissance qui sont le fait d'être membre de la conférence des grandes écoles. Là, vous avez très peu d'écoles de commerce qui font partie de la conférence des grandes écoles. Les 25 dont je vous parle en font partie. Après le bac, vous en avez quelques-unes qui en font partie. Mais ça reste quand même assez marginal. Et puis enfin, les grandes écoles de commerce dont je parle, elles bénéficient également de reconnaissance internationale avec les crédits, avec les sigles dont je parlais tout à l'heure. Alors c'est un peu technique, mais ASSB, EKIS, etc. Et là, pareil, vous avez pour la plupart des écoles de commerce après le bac, eh bien, la plupart d'entre elles n'ont pas ces différents sigles. Bon. L'autre différence, c'est que vous avez des écoles de commerce qui forment en 3 ans ou 4 ans et des écoles de commerce qui forment un master.
les écoles de commerce à la suite d'une prépa ECG préparent toutes à un master, donc à un bac+5 qui est reconnu. Et enfin, dernier point, ces écoles bénéficient d'un réseau d'anciens élèves. Et ces réseaux d'anciens élèves sont extrêmement utiles lorsque on évolue sur le marché du travail, pour trouver notamment un premier emploi, pour rentrer dans les grandes entreprises. Donc, ces grandes écoles, si vous voulez, elles existent depuis très longtemps, depuis plus de 100 ans. Elles ont des reconnaissances internationales, des reconnaissances européennes, des reconnaissances à l'échelle nationale sur le marché du travail. Et c'est pour cette raison que souvent, elles permettent une bonne intégration, un bon salaire, d'accéder à une diversité de métiers assez intéressante. Voilà. Donc, faut bien regarder quand même ces différents éléments et pas trop quand même se laisser, à mon sens, happer sur les salons. Alors, cette année, il n'y aura pas trop de salons, sans doute, mais par les jolies plaquettes, les beaux étudiants, les belles étudiants, voilà, qui essayent de vendre des formations, mais qui, pour la plupart, sont d'une qualité assez moyenne. Voilà. Oui. Alors, je précise bien, vous voyez que là, nous, on est enseignants en prépa, d'ailleurs souvent dans le public, hein. On n'est Mm. pas des VRP des écoles de commerce, voilà, donc Mm. qui, malgré tout, proposent des enseignements de qualité pour certaines. Voilà. Et donc, oui, il y a une gradation et c'est très important d'insister sur ce que Christophe a dit, sur la différence entre la reconnaissance. La plupart des écoles sont reconnues, mais en fait, les diplômes, il faut regarder si le diplôme est visé par l'État. Et le visa, il faut regarder le visa. Voilà. Et est-ce que le diplôme est visé ou pas? Et moi, je vous encourage tout de suite à ne pas aller ou à regarder avec beaucoup de pincettes les diplômes qui ne sont pas visés par l'État, c'est-à-dire que où vraiment l'État n'a pas certifié la qualité de la formation, etc., etc. C'est une Je, garantie. je, je- Voilà. ouais, juste un dernier point, je ne sais pas si on m'entend. Si. Ouais, il y a un autre élément aussi pour anciennement les bacheliers ES, mais donc qui doit se poser également pour ceux qui suivent l'enseignement de spécialité SES. Euh, En fait, ça rassure d'intégrer une école juste après le bac. Voilà, même si finalement la formation est pas toujours satisfaisante, mais ça rassure parce qu'on est sûr à peu près de déboucher. Et in fine, il y a très peu d'étudiants qui sont évincés à la fin de la première année, de la deuxième année. Bon. Il faut bien avoir à l'esprit que ça a un coût, évidemment. Chaque année a un coût. Et si jamais vous êtes motivé par une de ces écoles post-bac, donc juste après le baccalauréat, il faut, à mon sens, ne pas hésiter à faire plutôt peut-être 2 années d'études dans l'enseignement supérieur. Vous pouvez faire ce que vous voulez, un BTS, un UT, et les intégrer par une passerelle. D'accord? Ça vous coûtera quand même nettement moins cher. Et au final, vous aurez le même diplôme. Donc, il faut insister sur le fait que les écoles de commerce sont, sauf très très rares exceptions, comme par exemple Subtélécom, qui est public, c'est une des quasi la seule exception, elles sont privées et donc avec des prix, certains demandaient le coût de la scolarité, c'est supérieur à 10 000 euros par an et c'est plutôt pour les meilleurs entre 13 et 15. C'est ça. Exactement. Voilà. On va peut-être poser des questions plus transversales maintenant pour justement croiser, et donc Nathalie et Nicolas peuvent revenir dans la partie maintenant. Donc, il y a une question qui est posée sur savoir si le lycée d'origine est un critère d'admission dans les différentes prépas. Alors peut-être Nathalie ou Nicolas pour permettre à Christophe de souffler. Est-ce que le lycée est pris en compte comme critère? Est-ce que le lycée d'origine, oui, on t'entend. Ouais. D'accord. Alors, bah, je prendrais peut-être la question à l'envers. Si vous êtes actuellement, disons, en terminale à Henri IV et que je vous dis qu'on ne tient pas compte du lycée, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, dans le lycée que j'ai cité, il y a à peu près 60% de mention très bien. Quelqu'un qui arrive et qui est 10e de la classe, on ne va pas lui dire non, vous êtes classé trop loin. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que faudrait pas imaginer, je sais pas, qu'on tienne compte du lycée en redressant les notes, en faisant je sais pas quoi. Simplement, il y a effectivement des lycées qui sont connus pour avoir des très bons résultats au baccalauréat, et ça, on en tient compte. Je vois pas comment on pourrait faire autrement, et sinon, ce serait aussi se priver de très bons élèves. Nathalie, peut-être un complément là-dessus? Ouais. Oui, je partage assez l'avis de Nicolas. De toute façon, le dossier de chaque candidat est étudié attentivement et on regarde. Et
beaucoup les appréciations des enseignants et le classement de l'élève dans son groupe ou dans sa classe. Donc, il peut y avoir effectivement des variations entre les lycées. On sait effectivement quels sont les très bons lycées, mais je pense qu'il faut pas se censurer, voilà, et il y a de la place, voilà, dans les classes préparatoires pour tous ceux qui sont motivés, quel que soit le lycée d'origine. On a beaucoup parlé des mathématiques. Bon, c'était fatal, on savait que ça, ça arriverait. Est-ce que les notes des autres matières jouent un rôle important aussi pour l'orientation? Certains posent la question, par exemple, des notes en philo. Les notes en philo en terminale, est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle? Mais on peut parler aussi des notes d'histoire géo ou des notes de français éventuellement. Bien évidemment, toutes les notes jouent un rôle, c'est-à-dire qu'on regarde le dossier globalement. On ne peut avoir une appréciation globale du dossier qu'en regardant toutes les disciplines, y compris à la limite des disciplines qui nous intéresseraient, qui ne sont pas dans la classe préparatoire, parce que c'est intéressant d'avoir l'avis du professeur, d'avoir les appréciations. Euh, donc, j'allais dire, oui, les notes en mathématiques sont importantes, oui, les notes en philosophie sont importantes, oui, etc., etc. On regarde l'intégralité du dossier. D'accord. Alors, si je peux apporter une précision, vous avez maintenant sur Parcoursup un certain nombre d'informations sur les critères de recrutement de chaque établissement. Donc, sur la fiche établissement, vous avez quelques éléments d'indication pour savoir quels sont les critères qui sont essentiels, très importants ou complémentaires. Mais bien évidemment, c'est aussi un, un dossier dans son ensemble, hein, que l'on étudie avec un profil assez équilibré. Il y a une question un peu transversale donc, que j'ai reportée à maintenant sur certains qui s'intéressent à Sciences Po. Quelle prépa, en fait, serait la plus adaptée pour quelqu'un qui souhaiterait rentrer à Sciences Po en master, s'il n'arrive pas à rentrer à Sciences Po à bac plus? Alors, la question étant sur le master, j'imagine qu'il s'agit de Ouais, Sciences Po Paris, mais il y a évidemment des entrées en master aussi dans tous les ouais. IEP. Ça, il faut le signaler. Alors, pour l'entrée en master, c'est en tout cas fait comme ça sur le site de Sciences Po Paris. Vous pouvez soit avoir une licence universitaire, soit être en cube de prépa littéraire AL ou BL. Il me semble que ce n'est pas prévu pour des élèves qui seraient en cube de prépa HEC. En tout cas, ça ne fait pas partie de la liste des possibilités. Et donc, voilà, la réponse à la question est là. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'il est possible aussi de faire, par exemple, 2 années de prépa ECG et faire une année à l'université pour valider une L3. En fait, la condition étant d'avoir une L3, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Il est possible à la fin de ces 2 années de classe préparatoire, quelle qu'elle soit, de faire une L3 et de postuler en L3, soit effectivement d'être en cube en prépa littéraire. Les deux sont possibles. Et pour les entrées dans les autres IEP, où moi personnellement je suis moins informé que toi peut-être, quel type de prépa en fait aurait Alors, vous pouvez en fin de première année de classe préparatoire passer de nouveau le concours des IEP de l'Hexaconcours, le réseau Sciences Po, enfin le réseau IEP. Donc, vous pouvez repasser le concours avec les élèves de terminale. Sinon, il y a des concours au niveau Bac plus 2, donc pour l'entrée en troisième année des IEP, pour les cagneux. Donc, j'ai dit, hein, c'est pas tout à fait la même liste. Enfin, en tout cas, tous les IEP sont pas ouverts, mais en tout cas, c'est une possibilité pour les AL et pour les BL. Et ensuite, il y a l'entrée en master, donc dont on vient de parler. euh, les, euh, si on revient sur les classes prépa, il y a des classes prépa privées et des classes prépa publiques. Quelle différence il y a? Alors déjà, dans les classes prépa privées, il faut bien distinguer, parce que je voyais sur le chat, des classes prépa privées sous contrat et des classes privées hors contrat. Les hors contrat sont beaucoup plus chers, évidemment, puisque dans le privé sous contrat, les professeurs sont en fait rémunérés par l'éducation nationale, par le ministère. Donc,
Il y a des prépas privés, des prépas publics, comme vous avez des lycées publics et des lycées privés, tout simplement. Les professeurs des classes préparatoires privées sont nommés selon la même procédure que ceux pour les classes préparatoires publiques. En fait, il y a très peu de différence, si ce n'est que les classes préparatoires des lycées privés sont payantes. Comme je disais, en général, le coût est beaucoup plus important dans les classes privées hors contrat. Pour ce qui est du contenu de la formation, est-ce qu'il y a des différences entre une prépa publique et une prépa privée? Voilà. Absolument pas, a priori, puisque, en tout cas, dans les prépas privés sous contrat, on suit exactement le programme. Et de toute façon, le programme est déterminé par les concours. Et les concours qui sont passés à la fin sont exactement les mêmes. Nathalie, je ne sais pas s'il y a des compléments, ou Christophe aussi, puisque maintenant… Alors, je voulais juste apporter un complément sur les IEP. Effectivement, si c'est au niveau master, c'est sur la base d'une L3, donc tout étudiant qui a fait une prépa D1 ou D2 et qui poursuit ensuite en troisième année peut candidater. Il me semble que l'entrée en troisième année d'un IEP sur concours n'est plus possible actuellement que pour l'IEP de Bordeaux, il me semble. Hein. C'est ça. Voilà. Donc c'est aussi possible à l'issue. Sauf pour les, enfin, comment dire, sauf pour certains concours, enfin en tout cas pour les cagneux, c'est possible aussi de rentrer à Saint-Germain-en-Laye, Lille, Lyon. Voilà, donc c'est aussi possible à l'issue d'une prépa D1. En ce qui concerne les prépas publics et privés, je rejoins ce que Nicolas a dit. Il y en a assez peu en D1 et en D2. Voilà, ce sont essentiellement des prépas publics. Donc l'intérêt… Juste, Oui, vas-y, Christophe. ouais, juste sur un point sur les prépas privés, vous avez deux types de classes préparatoires privées. Hein. Vous avez les classes préparatoires hors contrat et vous avez les classes préparatoires sous contrat. Les frais de scolarité sont tout à fait différents. Une question a été posée dans le chat sur IPSUP, c'est une classe préparatoire hors contrat privé. L'année, alors je ne connais pas exactement le montant, mais il doit osciller autour de 7-8 000 euros, ce qui est très très différent d'une classe privée sous contrat où les frais de scolarité sont plutôt de 1 500 2 000 euros. Sachant que les classes préparatoires privées hors contrat, ce ne sont pas des enseignants de l'éducation nationale. D'accord. Ouais. Voilà. Pas toujours en tout cas. Ouais. Donc attention à cela. Si on revient sur peut-être plus le côté qu'est-ce que c'est que de faire une prépa, quel effort ça demande, etc. Comment on pourrait caractériser ces 2 années de prépa en termes d'implication individuelle, nombre d'heures de cours en gros et nombre d'heures de travail personnel, pour dire les choses de manière simple, par rapport à l'investissement qu'on a au lycée, par exemple, pour un lycéen. Voilà. Alors, pour ma part, je vous ai montré la maquette, c'est-à-dire le nombre d'heures. Vous voyez, c'est finalement assez similaire à une classe de terminale en termes de nombre d'heures. Il y a plus de travail à la maison, ça c'est une certitude. Vous avez aussi des devoirs sur table. Donc dans ma prépa, par exemple, le samedi matin, vous avez tous les samedis matins bloqués par des devoirs surveillés. Vous avez des cols à préparer. Donc, il est clair que l'investissement est plus important. Ça vous demandera plus d'heures de travail à la maison que le lycée, mais ce n'est pas non plus un investissement. Vous ne rentrez pas dans les ordres, vous n'êtes pas en train de faire l'armée, etc., etc. Ça reste possible et accessible. Ça correspond à l'investissement qu'on demande à un étudiant sérieux, on va dire. Peut-être, oui. Il faut insister sur un point quand même important, c'est qu'une classe préparatoire prépare à des concours et non pas à des examens. Et donc, autrement dit, le concours, c'est forcément un classement. Donc, il y a l'idée, en fait, mais le classement, il est d'abord, en fait, chacun est d'abord le compétiteur de lui-même, c'est qu'il cherche à se dépasser. Il s'agit de se dépasser soi-même, d'arriver du point de départ où on est en terminale vers la meilleure situation possible au bout de 2 ans. Et chacun, en fait, va pouvoir plus ou moins progresser, mais les prépas permettent ça. Justement, il y a une question importante qui est posée par certains sur est-ce que le climat est un climat, justement, comme ce sont des concours, est-ce qu'on est sur une compétition entre les étudiants
ou est-ce qu'il y a de la coopération qui est mise en place un petit peu dans les prépas? Alors, celui Bon, qui... bon, je parle pour ma classe préparatoire, hein, je ne veux pas comment dire, parler pour toutes les prépas, évidemment. Il peut y avoir des cultures très différentes d'un établissement à un autre. Nous, on a une classe préparatoire de proximité, donc on s'adresse à des étudiants voilà, qui ont un niveau convenable, qui peuvent avoir un très bon niveau également, mais on a un vrai travail, si tu veux, en, comment dire, on forme vraiment les étudiants au, au travail, quoi. C'est-à-dire qu'ils arrivent souvent après la classe de terminale avec des méthodes de travail qui sont quand même pas encore tout à fait structurées. Et donc, nous, on leur apprend pendant 2 ans à travailler ensemble et à s'entraider pour justement essayer de se motiver collectivement. On a toujours constaté que lorsque dans la classe il y avait de l'entraide, le groupe vraiment était tiré vers le haut. Donc on essaye vraiment de promouvoir le travail de groupe, on essaye vraiment de faire en sorte que les étudiants s'entendent bien, qu'il y ait une cohésion de groupe. Alors maintenant on ne peut pas le faire, mais traditionnellement on organise des week-ends d'intégration, on organise quelques sorties, et donc on essaie vraiment de promouvoir cet état d'esprit-là. Voilà, donc je pense que c'est quand même souvent le cas dans les classes préparatoires de proximité. Les enseignants veillent à ce qu'il y ait une vraie cohésion entre les élèves pour les motiver, pour justement essayer de valoriser les bonnes attitudes, les partager. Est-ce que c'est vrai plus généralement, peut-être Nathalie ou Oui, tout à fait. Effectivement, alors si on reprend les prépas D1 et D2, l'enseignement étant partagé entre l'université et le lycée, il y a à peu près une douzaine, une quinzaine d'heures d'enseignement en prépa, et puis il y a l'enseignement à l'université. Donc en termes de volume horaire, c'est à peu près la même chose qu'une classe prépa ECG, BL, AL. Donc, je reviens sur ce qui avait été dit. L'ambiance dans ces classes, là aussi, comme dans les autres, est une ambiance assez conviviale. On essaye effectivement de faire travailler les élèves ensemble. L'école sont d'écoles en groupe, 2, 3 élèves qui prennent l'habitude de travailler ensemble, mais plus globalement, effectivement, il y a une bonne entente. Je vais parler de ma classe, mais c'est aussi le cas dans d'autres. Il y a un système de parrainage qui est organisé entre les élèves de première année, de deuxième année. Il y a une entraide au sein de la classe et entre les élèves des 2 années. Il n'y a pas une rivalité comme on peut parfois l'imaginer dans ces classes-là, comme dans les autres classes préparatoires d'ailleurs. L'idée étant que les débouchés sont variés, chacun peut trouver sa place dans une formation qui lui convient pour la suite. On est à 59, donc il reste 2-3 minutes seulement, mais je voudrais insister peut-être en conclusion, puis après chacun pourra peut-être dire un mot, ou je ne sais pas si Nicolas voulait ajouter quelque chose. J'aimerais bien justement juste rebondir sur la dernière question. Moi, j'enseigne, je suis dans une situation différente de Christophe, j'enseigne dans une prépa dite parisienne. Ça fait 15 ans que je suis là-bas, j'ai jamais vu de comportement de compétition entre les élèves. Les élèves travaillent énormément ensemble. Effectivement, que ce soit pour l'école, qui sont en fait une sorte faut imaginer ça plutôt comme un TD, où les professeurs peuvent suivre individuellement les élèves. Ils travaillent énormément ensemble aussi pour faire des fiches. En général, je ne sais pas, celui qui est un peu meilleur en maths va aider celui qui est meilleur en philo, et puis ensuite, celui qui est meilleur en philo va aider celui qui est bon en maths. On a toujours des élèves qui coopèrent entre eux. Et en tout cas, étant donné ce qu'on a montré tout à l'heure sur les concours, il ne faudrait pas imaginer des classes où les élèves essaient de se mettre des bâtons dans les roues pour se voler des places au concours. Moi, je n'ai jamais observé ça. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Il y a peut-être des élèves qui ont cette mentalité-là.
mais c'est pas du tout ce qui domine. Au contraire, j'ai toujours vu les élèves extrêmement contents parce que voilà, on organise comme au lycée des voyages scolaires, que euh, on les suit individuellement aussi. Quand il y avait le confinement l'an dernier, bah, on les appelait régulièrement sur leur téléphone, on faisait des visioconférences personnalisées. Enfin, voilà, le professeur est là pour vous suivre en classe préparatoire, et c'est aussi là la différence avec l'université. Je crois qu'on pourrait terminer peut-être là-dessus, parce qu'il y a énormément de questions auxquelles on ne peut pas toutes répondre, mais sur la spécificité de la classe prépa, c'est un taux d'encadrement qui est très très élevé. Puisqu'en fait, on a des classes qui sont, allez, on a c'est un petit peu plus élevé qu'au lycée, mais on est sur des classes de 35, 40, parfois 45. Je ne sais pas combien d'étudiants tu as, Nicolas, toi, à Janson. En CAIM, ils sont 41. 41, voilà. Donc c'est à peu près ça. Bon, on peut monter dans des vraiment très prestigieuses à 45 parfois, mais je crois que c'est vraiment un maximum. Et ce système d'école aussi, dont on n'a pas parlé, mais dont tu as parlé, qui est un système un peu spécifique aux classes prépa, qui permet en fait donc, des interrogations orales régulières et qui servent le terme de colle, moi personnellement, je trouve assez affreux, parce que les lycéens pensent que c'est des punitions. C'est le terme qu'on utilise au lycée pour la punition, alors qu'en prépa, ce n'est pas du tout une punition, c'est comme un cours individuel en fait. Sauf qu'il démarre par un exposé individuel. Et donc, c'est vraiment des activités de remédiation. On est là pour pousser chacun à faire le meilleur et bien sûr corriger des choses, etc. Et il y a ce suivi personnel dans le contexte actuel de confinement et de suivi à distance. C'est chacun d'entre nous, en fait, on suit une quarantaine d'étudiants et on a des numéros de téléphone des étudiants. On est vraiment en contact assez direct avec chacun d'entre eux. Si vous avez un mot à dire de conclusion, peut-être Christophe, Nathalie et Nicolas. Nathalie. Alors juste, oui, juste un point, parce que j'ai vu passer une question, savoir où on peut retrouver la liste des prépas D1 et des prépas D2. Donc, cette liste, elle est disponible sur le site Info Prépa, bien sûr, avec la carte que Christophe a montré tout à l'heure, mais sur Parcoursup, en saisissant D2 pour les prépas D2, puisque la question portait spécifiquement sur ces prépas-là, vous avez la liste des prépas D2 et vous avez les fiches qui correspondent à chacune de ces classes. Et donc, vous pouvez trouver toutes les informations qui peuvent vous intéresser. Voilà. Bon, bah, je vais rebondir aussi. Il y a beaucoup de questions que j'ai vues dans le chat. Vous trouverez les réponses vraiment à toutes ces questions sur les sites, le site de la PPLS et le site de la PHEC, donc Info Prépa pour les prépas économiques et commerciales. Pour les prépas littéraires, vous allez sur prépalittéraire.fr, ça se trouve très facilement. Vous avez beaucoup d'informations. On vous renvoie aussi vers d'autres sites, notamment les sites disciplinaires, puisque voilà, les philosophes ont leur site, les linguistes ont leur site, etc. Vous trouverez toutes les réponses à toutes les questions sur ces sites. Oui, Christophe. Ouais, je terminerai tout simplement en disant que la prépa, c'est une belle aventure humaine avec de l'exigence, mais une belle aventure humaine et qui sera utile tout au long de la vie. Il ne faut pas hésiter à postuler, il ne faut surtout pas s'auto-censurer. Il y a des classes préparatoires pour tous les élèves et donc n'hésitez pas à candidater sur Parcoursup.